La manhwa commence sous un ciel lunaire, un homme dit que le moment est venu, et explique que même après que la secte démoniaque a détruit leur clan, ils ont survécu uniquement pour la vengeance. Des mains commencent à apparaître des ombres, provoquant une tension. Il dit qu'ils remarqueront bientôt que les gardiens ont disparu, et qu'il terminera tout cela avant que cela n'arrive. Le carnage continue, et nous entendons un vieil homme dire qu'il y a beaucoup de bruit dehors. Il lève les yeux, et nous voyons qu'ils sont d'un rouge foncé profond. Un homme dehors dit qu'imaginer qu'il médite calmement pendant que ses subordonnés sont tués, et qu'il est, comme toujours, sans cœur. Le vieil homme dit qu'il pourrait en dire autant de cet homme, car il s'agite et ne sait rien. Dit qu'il est sans cœur, et dit que la personne qui monte la montagne ne fait pas attention aux insectes sous ses pieds. Bien sûr, il ne le ferait pas, car il regarderait le sommet, et c'est le chemin vers le sommet des arts martiaux. L'homme dit que c'est des bêtises. Enfin, nous apprenons qu'il s'appelle Kang Wunshun. Il dit qu'aujourd'hui il le tuera de ses propres mains, et le vieil homme s'avère être un démon céleste. Wunshun se jette en avant, et une aura bleue commence à briller autour de sa tête. Il commence à charger un éclair avec elle, et cela s'appelle le point céleste de l'éclair. Il attaque directement le visage du démon céleste et rit, disant que c'est tout ce dont il est capable. Il commence à tendre la main, utilisant son art martial appelé marée céleste de sang, et dit à Wunshun de regarder et d'apprendre. Quand il commence à libérer un véritable rayon d'énergie qui rencontre, le point de Wunshun crée une bataille énergétique dans le style Dragon Ball Z. Évidemment, le démon céleste gagne, car il passe directement à côté de la main de Wunshun. Cette blessure est sur son visage, et il reconnaît le rayon d'énergie comme la clé de l'épée. Le démon céleste dit qu'aujourd'hui il l'enverra chez son père et qu'il a fini. Mais Wunshun pense autrement, et commence à utiliser une autre technique. Le démon céleste a l'air surpris lorsque Wunshun commence une attaque avec un coup de paume appelé paume divine céleste. Nous voyons comment il brise le rayon d'énergie, et le démon céleste dit avec étonnement qu'il ne peut pas croire que son poing trempé, plus dur que l'acier, est perdu à main nue. Wunshun continue à le frapper directement dans la poitrine avec son coup, envoyant de la lumière. Il s'est redressé de tout son corps, ce qui l'a fait s'écraser contre le mur derrière lui. Wunshun commence à s'étouffer et dit qu'il doit arrêter de parler de son père avec sa bouche sale. Et il n'a probablement pas oublié tous les actes méchants qu'il a commis dans sa vie, et c'est la colère de toutes ces personnes. Le démon céleste dit qu'alors il devrait détruire les racines de la secte du dragon des nuages. Il ne sait pas quel genre d'illumination il a reçu, mais il est sincèrement surpris et ne peut pas y croire. Son art démoniaque céleste de l'afflux sanguin a percé, ne lui laissant pas d'autre choix, en sortant une sorte de calebasse. Wunshun demande si c'est un élixir, tandis que le vieil homme commence à boire cette horreur d'un trait. Wunshun dit que s'il boit un élixir d'une telle dose d'un coup, il subira une déviation démoniaque de la clé. L'énergie violette brise le récipient lorsque le démon céleste commence à accumuler de la puissance, car sa clé déborde. Mais c'est tellement fort que son visage commence à paraître tendu. Quand ses yeux s'écarquillent, il pousse un rugissement très puissant, envoyé. Il libère une onde de choc autour de lui et force Wunshun à lever les mains pour se protéger du vent qui a soufflé à côté de lui. Mais par derrière, et quand il se retourne, l'attaque commence déjà, et le démon céleste dit qu'il est temps pour lui de disparaître. Ensuite, il place un bouclier protecteur autour de Wunshun, et Wunshun pense. Il reconnaît ce que c'est, mais est simplement surpris. L'homme entre s'excusant pour son retard et dit qu'il a été retenu par la paresse. Et le mec dit qu'il lui avait dit de ne pas l'appeler par ce surnom nul, puis demande si c'est le même ennemi dont il parlait. Wunshun dit que c'est un homme qui prétend venir d'un autre monde, et que sans lui, Wunshun serait mort impuissant. L'homme demande fort d'attendre, dit qu'il pensait que c'était une histoire ordinaire sur Murama, se demande pourquoi soudainement un mage inconnu de haut niveau d'un autre monde est apparu, soupire et ajoute qu'il prenait aussi plaisir à la lecture, et que cela gâche complètement l'ambiance. Il dit que l'auteur est sûrement sous fentanyl, car il ne comprend pas comment un autre monde est soudainement apparu. On nous présente le héros, il s'appelle Jin Sayawun, et il a 23 ans. Son téléphone commence à vibrer, et nous apprenons qu'il a été libéré il y a 6 mois, et qu'il se prépare maintenant à retourner à l'université. Son petit ami lui écrit, demande s'il veut jouer des matchs classés, et dit qu'il se demande si son ami n'a personne avec qui jouer. Il dit que, comme beaucoup après le service, il avait un plan clair pour l'avenir avant sa libération. Il voulait obtenir des certificats, se préparant à retourner à l'université, et à étudier ce qu'il n'avait pas pu pendant son service militaire, mais il a trop manqué dans la vie sociale. Il va en ville, il dit qu'il a encore un peu d'argent, mais hésite à chercher un travail à temps partiel. Il dit qu'en tant que fan des romans de Murama, il passait beaucoup de temps dans des fantasmes, s'imaginant comme le héros principal du monde de Murama. Il entre dans un cybercafé, le caissier s'adresse à lui par son prénom, et demande s'il va encore aujourd'hui à Loyal Ground. Et Sewon répond que oui, et demande 10 heures.
Il dit que les nôtres aussi ont été plongés dans le sol fidèle. Et bien que pendant les vacances il ait joué seulement à ce jeu, après la démobilisation il s'y est sérieusement mis, et en 3 mois est entré dans le top 10. Il se connecte à Discord et dit à son copain qu'il arrive, pour qu'il attende dans le hall. Il a aussi un peu gagné d'argent au tournoi parfois organisé dans les cybercafés. 100 joueurs sautent d'un avion, ramassent des armes dispersées sur la carte et s'entretuent, jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un. Il parle de PUBG. Puis il donne les coordonnées et dit à son copain qu'il y a 2 personnes là-bas. Il dit à son fils de regarder à 120, car en haut dans le jeu il y a une boussole. Il commence à tirer et tue instantanément les 2 d'un double tir à la tête. Son fils crie et dit qu'il ne reste maintenant que 2 personnes. Sayawon dit qu'il est très bruyant et est déjà mort une fois. Remarque qu'il est étrange qu'il parle encore autant, et propose de farmer pour l'instant et de rester en vie, car il faut trouver une zone de sécurité avant de partir. Et son garçon dit qu'il ne croira qu'en lui. Le cercle se resserre, nous voyons d'autres joueurs qui courent vers B. Ils voient sur la terre un butin, par exemple une trousse de secours, et disent qu'ils sont surpris qu'elle soit encore là. Il ne semble pas qu'il soit entré. Bien sûr, c'est un appât, et quiconque a joué, vous le remarqueriez, car quand il entre pour prendre le butin gratuit, nous voyons le personnage Sayawon assis dans un coin. Il était simplement assis sur place et attendait. Le garçon entendait des coups de feu à l'extérieur et voyait que son camarade d'équipe était mort, et il dit qu'il ne peut pas croire qu'il se cachait ici, alors il doit sortir d'ici. Il commence à fuir au lieu de remplacer son coéquipier. Et on lui tire dans la nuque. Maintenant, il est le dernier. Sayawon, son ami, le remercie de l'avoir porté et lui répond simplement de faire la queue. Prêt, et qu'il doit se concentrer et commencer à étudier demain. Des mots que nous avons tous dit, mais entendre quand même la procraste. Il reçoit un message sur son téléphone, le regarde, et il demande s'il étudie bien. Ils disent qu'ils ont envoyé de l'argent pour payer les études à l'académie et un peu plus, donc il aura de quoi manger. Et il s'excuse de ne pas pouvoir en envoyer plus. Il la remercie, nous apprenons que c'est sa mère, et il dit qu'il va bientôt se coucher. Il informe son ami qu'à partir de demain il ne jouera plus, et son camarade dit qu'ils avaient convenu d'aller ensemble à la guerre de clans. Mais il répond qu'il ne peut pas, car il doit commencer à suivre des cours d'anglais. Il se sent coupable chaque fois qu'il voit un message de sa mère, et il vit ainsi depuis des mois. Après la dispute de cette nuit-là, il commence à faire défiler sans fin les nouvelles anxiogènes sur son téléphone. Quelques courtes vidéos montrent des gens qui racontent qu'à l'étranger, ils ont remarqué des personnes avec des capacités mystérieuses, qui se nomment elles-mêmes « joueurs ». Sayawon dit que lorsqu'il a essayé d'appuyer pour en savoir plus, la vidéo a soudainement été supprimée. Le fait que ce soit une famille est étrange, mais il décide simplement de dormir. Il se rend à l'académie, et son fils dit qu'il faut se préparer à la guerre de clans. Sayawon dit qu'il veut l'aider dans la dernière partie, sur le sol, sans laisser aucune autre trace derrière lui. Disons que le blessé commence à se demander quelle était cette lumière. Il dit qu'il venait de décider d'étudier, et suppose que cela pourrait être une punition pour avoir pris sa décision trop tard. Lorsqu'il ouvre lentement les yeux, il entend des gens parler russe, et il s'étonne des conversations bruyantes. Puis il regarde devant lui, et voit des gens qui se battent avec des épées et de la magie. En voyant qu'il pratique la sorcellerie, il pense que cela pourrait être un rêve. Ayant remarqué la statue, encore tout à fait déconcerté. La statue dit celui-là, 100 joueurs détectés. Sivun se demande pourquoi il entend une voix dans sa tête, et elle est un peu bruyante. On dit que le système s'initialise, et nous voyons le même écran bleu. Dans les yeux de Sayawon, on voit qu'il est encore perplexe face à la situation, puis on parle de synchronisation de la langue. Le russe entendu auparavant est maintenant immédiatement traduit en coréen. Un gros bonhomme devant lui dit que maintenant tout le monde parle sa langue. Nous voyons plusieurs personnes du décor Muram qui parlent de sexe et, même les mages en discutent. L'un demande à Iron ce qu'il a fait pour qu'il se retrouve dans cette situation. Et Iron dit que c'est justement ce qu'il voulait demander et s'adresse à Escrow. Pourquoi celui-ci l'a amené ici? Escrow dit qu'il est vraiment sans honte et qu'il ne croira plus ses paroles. Iron dit que cela n'a pas d'importance s'il croit ou non, car chacun est destiné à s'agenouiller devant la puissance du roi des démons. Escrow dit qu'en tant qu'archimètre, il lui promet cela et commence à invoquer un éclair dans sa main. Il dit qu'il va le tuer ici, puis bientôt en finir avec le roi des démons. Il utilise une capacité appelée style escroc éclair, frappant Iron là où il se trouve. Escroc dit alors que c'est lui qui l'a traîné ici, et Sayawon observe tout et comprend que c'est trop réaliste pour être un rêve. Puis la statue dit qu'elle va commencer le jeu. La difficulté est facile, il faut atteindre le top 90. La carte choisie est la capitale du royaume de King. Les récompenses seront données aux joueurs dans le top 10 et au-dessus. Le tutoriel est sauté, et dans la salle d'attente il est interdit d'attaquer car tout est neutralisé. La carte apparaît devant Sayawon. La statue dit à ceux qui entrent pour la première fois dans Cloud Survival qu'elle veut leur donner une brève explication.
Le jeu durera 100 ans, et chaque jour la carte sur laquelle ils jouent se rétrécira un peu. S'ils sortent des limites de la carte restreinte, ils peuvent subir de gros dégâts, alors soyez prudents. Le jeu continuera jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un seul participant. Si le jeu se termine, ou si tu es éliminé, tu retourneras dans ton monde d'origine. Les joueurs qui ne seront pas dans le top 90 ne pourront plus participer au survival de Floyd. Bientôt, grâce au regard d'Argus, ils descendront là où ils veulent, pourront y obtenir des objets et les utiliser pour atteindre le top 90, et il leur souhaite bonne chance. Sayaoun se demande s'il rêve maintenant de la terre fidèle. Dans la fenêtre de statut, il est indiqué que les récompenses seront données à ceux qui sont dans le top 10 et au-dessus. Supposons que la blessure transpire d'inquiétude et dise qu'il, même si c'était un rêve, il devrait se retrouver au milieu de tous ces fous. Les gens, nous voyons un garçon qui lèche son couteau. Bizarre. Disons que la blessure comprend qu'il va forcément mourir. Il dit que même si c'est un rêve, il ne le veut pas, et si cela ressemble vraiment à un jeu. Mais avant qu'il ait le temps de finir sa pensée, quelqu'un l'appelle et le traite de décoiffé. Le garçon demande pourquoi il se retourne tout le temps et demande d'où il vient. Supposons que le blessé ne réponde pas, et le type brandit sa lame vers son côté, demandant s'il l'ignore. Le jeu commence le compte à rebours, et il sourit. Le type demande pourquoi il sourit dans une telle situation, et le traite de fou. Facile. Quand le compte à rebours atteint 1, Sayaoun dit que c'est un raison très simple pour laquelle il sourit. Il rêve d'un rêve si amusant, donc il en profite, et grâce aux connaissances sur le jeu qu'il a enregistré dans le journal, il peut facilement battre des salauds comme lui et survivre. Maintenant, le premier jour de survie d'écloit, et tout le monde commence à sauter du vaisseau aérien, qui en réalité, ils existent, et ils tombent simplement vers le bas, couverts d'une aura. Je vois où ce gnome regarde. Sayaoun dit qu'ils descendent dans des endroits étroits où il y a beaucoup de choses. Selon les règles du jeu, il y a vraiment plus de monde dans les foules, mais il pense qu'il vaut mieux commencer par la périphérie, pour que ce soit plus sûr. Quand il plonge brusquement dans le sol, il crie de panique. Il est indemne, il ne bouge pas immédiatement après l'atterrissage, et à la place, il doit retenir ses vomissements, car il a très mal au cœur à cause du mouvement. Il dit que pour l'instant, il a juste besoin d'entrer dans une maison, et il commence à courir et dit qu'à cause du mal des transports, il n'a pas vu qui a atterri avec lui. Il continue à courir en avant, passe par la porte et entre dans la maison. Il dit que s'il rencontre un ennemi sans armes sur lui, c'est la fin pour lui. Et il dit qu'il se demande si ce n'est pas ce méchant épéiste qui était là avant et qu'il ne devrait pas le provoquer. Personne. Et il dit que c'était probablement juste le vent. Et heureusement. Il n'entend plus rien et peut continuer à avancer. Il veut commencer à chercher dans la maison. On dit que les objets se prennent là où tu atterris, et il doit les chercher ici. Quelqu'un lui dit qu'il a reçu une arbalète lourde. Il dit que l'arbalète est trop lourde. Mais c'est quand même mieux que rien. Il tend la main vers le carquois et sort une flèche. Il dit cela en l'équipant, et la manière de l'utiliser lui vient à l'esprit, alors il commence à recharger. Pour un sergent de l'armée de Corée du Sud, c'est une broutille. Et c'est exactement ce qu'il fait, et c'est très puissant, car cela défonce la moitié du mur et le repousse en arrière. Il dit que ce sera assez utile s'il apprend à bien s'en servir. Il a encore regardé autour de lui, mais n'a rien trouvé, et quand la carte devient aussi grande, il court vers encore quelques bâtiments. Il dit que s'il ne rencontre pas d'ennemis au début, il pourra tranquillement farmer cette zone. Devant lui sur la table se trouve un parchemin, et a reçu un petit rouleau de guérison, et s'il le déchire, la blessure guérira. Il ne peut pas croire qu'un tel objet existe vraiment, disant qu'il devrait trouver plus d'objets de soins, et il aimerait avoir un sac pour les objets. Il voit à côté sur l'étagère un livre violet qui brille, et il le prend, et il est écrit qu'il a reçu le livre des arts martiaux du chef de l'Étoile Noire. Cet art martial lui permet d'émettre de l'énergie sombre à travers ses doigts. Il touche avec ses doigts et demande s'il veut apprendre cela. Il pense que cela pourrait lancer un tutoriel ou quelque chose de similaire. Il commence à briller très intensément, et les pages commencent à se tourner juste devant son visage. Puis le livre commence lentement à se désintégrer. Il regarde ses mains avec confusion, et n'est pas sûr que ce soit tout. L'énergie augmente de plus en plus chaque seconde. Remplis la table d'énergie, puis lance-la de toutes tes forces contre le mur voisin. Il sourit et dit qu'il a en fait appris l'art martial uniquement avec le livre. Il regarde le mur et dit que ce sera vraiment bien. Le fait qu'il y ait des livres sur les arts martiaux doit signifier qu'il y a aussi des livres sur la magie. En tout cas, il est sûr que la survie de Chloé et sa fidélité sont une seule et même chose. Il a fouillé tout cet endroit, alors maintenant il sort et se dirige vers un autre. Les événements sautent un peu en avant. Il dit que le soleil est déjà levé pendant qu'il travaillait dans le champ, et il doit rapidement trouver un endroit pour se cacher. De lui, qui dit que c'est la seule maison avec la lumière allumée.
Le fait que la lumière soit allumée signifie une des deux choses. Soit un objet rare est caché à l'intérieur, il entre lentement, essayant de ne pas faire de bruit. Il dit qu'il ne sait pas combien de personnes ont atterri près de lui. Mais s'il y a quelqu'un ici, ce peut être soit un professionnel complet, soit un novice complet. Il est inquiet et regarde s'ils se cachent au 2e étage. Il dit qu'il a une arme, et s'il les surprend avec la technique Black Star, même s'ils sont des pros, il a une chance. Je veux savoir si c'est aussi un objet. Il s'appelle l'anneau de pouvoir, et augmente la force de l'utilisateur de 21 quand il est porté. Il se demande si cela le rendra vraiment plus fort juste à cause de l'endroit. Il dit que tout son corps est devenu plus léger, car il ne sent presque plus le poids de l'arbalète, bien qu'auparavant elle fût très lourde. Si cela lui a ajouté 20 de force, peut-être pourra-t-il vérifier ce que c'est. Il cherche ses statistiques, mais commence à parcourir les mots pour obtenir des informations sur le personnage. Il a fait en sorte que cela apparaisse, et cela a montré qu'il est assez pitoyable, et il doute qu'on le considère comme un maître des arts martiaux simplement parce qu'il a appris un seul art martial. Il dit que c'est assez cool, et il veut dire par rapport à comment il a commencé de rien. Assez amusant, et il veut continuer à examiner soigneusement le 1er étage. Il trouve un anneau sous-spatial, qui est exactement ce qu'il voulait auparavant. Là, il dit qu'on l'appelle constamment, et c'est pratique. Dans la fenêtre d'état, il est dit que pour déposer un objet, il doit le prendre et dire ou penser le mot subspace. S'il touche l'anneau avec l'autre main en pensant à l'objet désiré, l'objet ira dans le sous-espace. Il peut aussi retirer un objet du sous-espace, et si le sous-espace est plein, on ne peut rien y mettre. Il dit que c'est presque juste un inventaire de jeu, et ils doivent utiliser ces objets au lieu d'un sac. Ensuite, il ouvre le sous-espace que nous voyons devant lui. Il dit que c'est étrange pour lui quand il commence à déposer un parchemin de guérison, et que c'est pratique, et qu'il n'a pas besoin de porter cela comme un sac, et ce serait beaucoup plus pratique de l'avoir dans la vie réelle. Les objets et les arts martiaux seraient très utiles s'il pouvait vraiment les transférer dans la réalité. Il se demande si les gens ont déjà été éliminés, et dit qu'en regardant l'interface interne, il est sûr qu'un journal des meurtres apparaîtra. Puis il le trouve, et dit qu'il n'en reste qu'un seul, et qu'il voulait farmer jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 90 personnes. Cependant, il pouvait fouiller les maisons et trouver beaucoup d'objets consommables. Il a aussi eu la chance de trouver pas mal d'armes cachées qu'il pouvait utiliser avec son art martial étoile noire. Il dit qu'il semble les avoir tous examinés et que, peut-être, il devrait se dépêcher. Mieux vaut rester ici jusqu'à l'aube. Les personnes fortes qu'il a vues dans la salle d'attente marchent dans l'obscurité, et avec son niveau, il ne pourra certainement pas les battre, mais s'il se cache et parvient à entrer dans le top 10, il pourra diriger les points là où il faut, comme aujourd'hui. Il dit que la nuit, il y aura certainement moins de gens, donc il devrait vérifier un autre endroit avant l'aube, car le risque en vaut la peine s'il parvient à trouver un bon endroit. Quand il sort, il dit que même s'il a bougé constamment, il n'est pas du tout fatigué, et que l'anneau de puissance est merveilleux. Mais même si sa force a augmenté, il ressentait encore la faim et la soif, et peut-être que la survie de Floyd ressemble à la réalité. Il dit qu'il doit manger quelque chose, donc il y aura sûrement quelque chose en ville. Selon la carte, cela devrait être quelque part ici, mais il ne sait pas où sont les maisons. Et lui aussi l'entend juste derrière lui. Il dit qu'il n'a rien entendu jusqu'à ce que cela lui arrive. On dit que c'est en fait un loup-garou, car il y en a un autre à côté. Pendant qu'il regarde en haut, il attaque en volant, et il parvient à esquiver. Nous voyons que maintenant 2 d'entre eux le regardent, moi et mon frère, après une fête de 48 heures. Il dit qu'il pensait que c'était un jeu PVP et ne s'attendait pas à des monstres ici. S'il avait su que cela se propageait, il serait simplement resté sur place, et formellement il était toujours un rangé, donc ce serait honteux s'il était tué par la foule. Il remarque une maison au loin et finalement, il parvient à entrer et ferme la porte en haletant. Il entend des loups-garous dans la rue, et se demande s'ils vont vraiment entrer. Quand il s'approche, il commence à penser à ce qu'il faut faire dans cette situation. Il les voit simplement dehors. Il dit que, à en juger par la façon dont il renifle tout autour tout le temps, il cherche sûrement quelque chose. Il tire en l'air à travers la fente dans la porte vers la forêt, perçant. Il dit que c'est bien, et grâce à l'anneau de pouvoir, il peut tirer d'une seule main. Maintenant, il lui reste à gérer le dernier. Il se retourne pour voir où il est, et remarque avec surprise qu'il est maintenant juste devant la porte. Il défonce la porte, comme Kool-Aid Man. Il comprend que c'est, et il lève l'arbalète et lui tire dessus, mais le loup-garou lève la main et dévie la flèche. Sayaoun laisse tomber l'arbalète quand le loup s'approche, prêt à achever. Il se demande si c'est ainsi qu'on l'élimine. Il dit « pas encore ». Il sort une arme quelconque, peut-être même une cuillère, mais la remplit d'une étoile noire des arts martiaux, et transperce facilement le loup-garou. Sayaoun dit qu'il ne perdra jamais contre la foule. Quand il commence aussi à disparaître juste devant ses yeux, il soupire de soulagement, et dit qu'il pensait être perdu. Il s'est agenouillé,
et a dit que c'était bien d'avoir caché plutôt un poignard de lancer, car il pensait qu'il allait perdre contre la foule et subir une défaite, ce qui aurait été très embarrassant. Devant lui, sur le sol, il y a aussi un petit paquet, il l'a remarqué. Mais quand il l'ouvre, il n'y a que de l'eau et de la viande séchée. Il dit qu'il peut chasser lui-même sa nourriture, et qu'il aurait vraiment aimé qu'il y ait autre chose. Quand il commence à mâcher, il hésite à regarder autour de lui. Dans le bâtiment, il trouve un morceau d'armure et dit que cela pourrait être le même gilet pare-balles du journal. Trop grand pour lui, mais il s'ajuste immédiatement à sa taille. Dans la fenêtre de statut, il est indiqué que c'est un plastron amélioré ou en calcium, et sa résistance à la magie de feu et de vent a considérablement augmenté. Il dit que c'est génial, et que cela a augmenté plus d'une ou deux caractéristiques. Il est sûr qu'il y en a encore plus autour. Quelque chose. Mais quand il regarde en bas, il ne voit pas ce contre quoi il a heurté, alors il donne un coup de pied devant lui et dit que cela aurait pu être. Il trouve un objet caché, le ramasse et dit qu'il ressemble au toucher à du tissu. Il le met, c'est une cape de nuit. Quand il est dans la cape et reste immobile dans l'obscurité, il se fond avec elle. Tant qu'il est caché, sa magie ne le remarquera pas, et tous ses sons seront complètement étouffés. Il dit que c'est comme dans Harry Potter. Cela signifie que la nuit, il peut éviter n'importe qui qu'il rencontre, et c'est le meilleur objet pour survivre. Grâce à cela, il peut rester en vie aussi longtemps que nécessaire. Il ne comprenait pas comment une maison pouvait se trouver dans un endroit isolé, car on y tenait une exploitation. Et il semble qu'aujourd'hui il aura assez de chance. Pourtant, quand même. La nuit, il marche dans la forêt et dit qu'il n'a vu personne du tout, peut-être que c'est parce qu'il s'est accidentellement retrouvé ailleurs. Il entend quelqu'un derrière lui au bon moment, déchiré jusqu'au fil. Il aurait crié s'il avait eu le temps d'en profiter. Imaginons que la blessure ait enfilé un manteau de nuit et se soit caché dans les buissons. Le garçon dit qu'il ne peut pas croire qu'il va rencontrer un mage ici. Sayaven dit qu'il ne semble pas fort, et s'il ne se trompe pas, il peut s'occuper de lui. Sayaven se dit de se calmer, car ce n'est pas un humain, c'est juste un jeu, et il se demande pourquoi il n'ose pas tirer. Puis l'homme utilise un sort appelé « flamme d'entiercement ». Il a été touché directement dans le dos, ses tirs dans le dos étaient impressionnants. Ce n'est pas un cadavre, mais simplement un coffre. On dirait qu'ils sont vraiment dans le jeu. Il doit y avoir des objets qu'il avait, mais il ne comprend pas d'où vient le feu. Ensuite, nous voyons à côté un homme au grand nez, qui dit qu'il ne peut pas croire que quelqu'un qui ne sait même pas utiliser la magie ait osé voler ses affaires. Il le traite d'incapable et dit que s'il était mort par l'épée, il n'aurait pas ressenti la douleur de la brûlure. Sayaven dit qu'il a eu de la chance de ne pas le voir et qu'il est simplement passé à côté, et que ce manteau est certainement déchiré. Pour une raison quelconque, il dit que ce garçon devrait être considéré comme honorable parce qu'il est mort de ses propres mains, mais en même temps il l'appelle Iron. Je suis un peu confus à cause de ces noms, mais le grand nez va vérifier ce que l'homme a laissé tomber. Sayaven dit que le défunt était un joueur, comme lui, et que le prochain que cet homme chassera pourrait être lui. Dès qu'il hésitera, quelqu'un le tuera et obtiendra un rang supérieur. Pendant que le grand nez fouille les affaires, nous voyons en lui. L'attaque vient de derrière, il sent qu'elle frappe sa barrière, il se retourne, et nous voyons que la barrière se fissure. Le grand nez se demanda s'il ne faisait pas trop de bruit en disant que ce salaud était responsable de tout. Il appuie sur la gâchette et la serre, tirant une autre balle qui brise à nouveau la barrière. Le grand nez dit que sa barrière se brisera en morceaux si cela continue. Nous voyons Sewun toujours dans son manteau de nuit. Le grand nez ne peut pas déterminer où il est, mais il connaît l'emplacement approximatif. Alors il lance une boule de feu directement sur son côté. Il demande où il se cache, disant qu'au lieu d'être un lâche, il devrait se montrer. La barrière a réussi à le protéger, mais maintenant elle est complètement détruite. Il a l'air très effrayé, mais continue de demander où il se cache. Sayawen lève ensuite son arbalète pour un autre tir. Il commence à réciter un sort, mais n'a pas le temps de finir car un couteau de lancer lui frappe directement le front, et il a les larmes aux yeux. Ces derniers mots étaient une tentative de prononcer le sort de toutes ses forces. Le sort, tandis que l'attaque lui coupait la tête. Il dit que si quelqu'un voit le feu et le suit, ce sera embêtant, alors il vaut mieux qu'il nettoie l'endroit au plus vite et parte. Il décide de commencer par le coffre de Big Nose, jette presque tout ce qu'il peut dans l'espace sous-jacent, et obtient même un autre objet de soin. Il obtient un objet appelé collier d'entiercement, ce qui signifie qu'il est un mage de la Société de magie d'entiercement, et cela explique la confusion avec le nom. Et il dit que c'est juste un bazar sans propriété, et lui a conseillé pour l'instant de simplement le mettre de côté. Pendant qu'il examinait les affaires, l'une d'elles a attiré son attention. C'est une pierre de cercle, qui permet de graver un cercle autour du cœur et d'utiliser la mana. Dès qu'il l'utilisera, il pourra apprendre la magie de ce cercle, et il veut vraiment savoir s'il pourra ainsi devenir mage. Maintenant il se souvient pourquoi celui qui fuyait disait que s'il avait eu le temps, il aurait utilisé cette chose.
et dit que la blessure dit qu'il est désolé, mais qu'il l'utilisera à bon escient. Et ce garçon, à la place, on lui a dit de simplement mettre le reste dans l'inventaire et de l'examiner dans un endroit sûr. Il s'enfonce plus profondément dans la forêt et finit par se retrouver au sommet d'une colline, disant qu'il doit trouver un endroit où utiliser la pierre ronde. Il remarque plusieurs maisons et s'en approche, disant que ça a l'air bien. À l'intérieur apparaît une demande, s'il est sûr de vouloir utiliser la pierre ronde. Et il dit que bien sûr cela le prévient que dès qu'il l'utilisera, il devra rester immobile pendant 3 heures. Il ne pourra pas effectuer d'autres actions ni utiliser d'objets, et qu'il ressentira une légère douleur lors de la formation du cercle. Il commence immédiatement à avoir une forte douleur dans la poitrine, et il se retient, les écrans qu'il voulait, et a passé les 3 heures suivantes dans une douleur intense. Nous le voyons cracher par terre et dire que cela devait être une petite douleur, mais il pensait que c'était fini, que maîtriser l'art martial était facile, mais la magie pas du tout. Puis il ouvre la fenêtre de statut, et nous voyons qu'il a maintenant simultanément 2 emplois, et même un monostatus. Il dit que puisque ces deux-là sont morts, le nombre de survivants devrait être 45 sur 100, car quelqu'un nommé Nam Sagwang tue presque tous ceux de la liste. Heureusement, nous voyons un flashback quelques heures plus tôt, où un homme regarde du haut d'un arbre les autres, regardant sa proie, pendant que le garçon trébuche sur une pierre. Il se retourne et dit qu'il veut juste entrer dans le top 90. Je suppose que Sagwang lève la main, et cet homme supplie pour sa vie. Puis il tend la main vers son visage et pousse la tête, comme un bouton, et dit que grâce à cela tous les participants apprendront. Puisqu'il ne l'a même pas volé, il dit qu'il veut juste qu'ils connaissent son nom, et bien sûr, il est Sagwang. C'est maintenant le 3e jour, et il reçoit un message. Et il dit qu'il espère ne pas tomber sur Sagwang. Peut-être qu'il atteindra le top 10. Avant le début, une récompense a été annoncée pour ceux qui atteindraient ce classement, et il veut savoir ce que ce sera. Il suppose qu'il s'agit d'argent et de choses, mais cela pourrait signifier la possibilité d'utiliser les compétences et les objets qu'il a acquis ici dans le monde réel. Et il soupire en disant qu'il y a un tueur ici qui, dans la rue, c'est fou, et il prend déjà de l'avance sur les événements. Il doit finir vite et partir. Il sent clairement la force à l'intérieur et pense que c'est ça la mana. Il dit qu'hier, pendant le vol, il a aussi trouvé un livre magique. Et il s'appelle le livre magique de la boule de vent. Il crée une sphère de vent. Le nombre de sphères qu'il peut créer augmente avec la puissance de l'utilisateur. Il dit qu'il le savait, et demande si... Oui, le livre disparaît simplement. Il demande si c'est tout, et dit que cela le force à apprendre la magie directement dans la tête. Magie, quand il tend la main et crée une bulle d'air, rassemblant la mana sur sa main, paume, nous voyons 4 petites boules se former. Il demande si c'est vraiment tout, car elles ne ressemblent pas aux miennes. Beaucoup. Il lève la main, comme pour les chasser. Derrière lui, une explosion s'est produite après une collision avec un mur. Il dit que c'est beaucoup plus puissant qu'il n'y paraît, ce qui signifie que cela sera certainement utile. Mais il se demande pourquoi il est soudainement si fatigué et dit que c'est probablement parce qu'il a utilisé la magie. Avec le temps, une zone limitée a commencé à apparaître sur sa carte, et la grille s'est rétrécie. Il a décidé de farmer en restant à la limite de la zone. Ses chances de rencontrer un autre joueur ont diminué, car la moitié est déjà éliminée, et il doit se dépêcher de farmer avant que la zone limitée ne se rétrécisse encore plus. Parce que c'est un vieil homme qui n'a pas encore bougé. Et je regarde toujours simplement comment il marche sur le sentier. Et ensuite il s'étonne, car il n'y a que des boîtes de butin et du sang sur le sol. Il entend des pas derrière lui et commence à paniquer. Jusqu'au lieu où il a entendu un bruit, ce qui a fait exploser la porte. Blessé, et il y a probablement beaucoup de substances puissantes là-bas, car ils ont pu survivre. 5 jusqu'à présent, peut-être qu'il pourra les tuer, car ils sont affaiblis, et ils ont certainement de bons objets. Heureusement, il s'est rapidement caché, sinon il aurait été tué. Que Sayawoon observait de loin, et le remerciait d'avoir agi ainsi. Il dit qu'il va rapidement farmer et aller à la périphérie de la zone interdite. Puis nous entendons un vieil homme, vu plus tôt, qui dit qu'il est assez habile. Sayawoon comprend qu'il a baissé sa garde. L'homme dit qu'il n'y a pas lieu d'avoir peur, il veut juste poser quelques questions. Il a probablement beaucoup de pensées. Sayawoon demande qui il est, et il dit qu'il ne comprendrait probablement même pas si on le lui disait, car ils ont tous vécu des vies différentes. Sayawoon dit qu'il est vraiment différent de tous ceux qu'il a vus jusqu'à présent. Et le vieil homme demande s'il a déjà participé à un tel jeu auparavant. Sayawoon demande ce qu'il entend par jeu, et le vieil homme répond qu'il l'observe depuis longtemps, qu'il s'est rapidement adapté et est sûr de savoir que ce n'est pas réel. Sayawoon s'étonne de la durée de son observation et de ne pas l'avoir remarqué. Il dit qu'il a été amené ici pour la première fois, mais dans le monde d'où il vient, il jouait déjà à un jeu similaire. L'homme âgé dit que c'est assez intéressant, et Sayawoon dit que son apparence montre clairement qu'il ne vient pas de ce monde. Le vieil homme dit qu'il semble déjà faire sombre, et Sayawoon répond oui,
ajoutant que c'est déjà le 3e jour. Le vieil homme demande si la lune dans son monde est aussi grande que celle-ci, disant que Rana dit qu'il ne l'a pas remarquée. Il dit à quel point elle était grande, mais dit au vieil homme qu'ici elle est très grande. Et le vieil homme répond la même chose. Puis il lui demande d'expliquer le jeu mentionné. Sayavun demande s'il est sûr qu'il vaut la peine de le faire ici, car dans cet endroit, il peut facilement être pris en embuscade. Le vieil homme dit que cela pourrait être une longue conversation, alors il ferait mieux d'aller ailleurs, et Rana demande comment il sait qu'il ne le tuera pas. Le vieil homme s'empare de lui, et dit qu'il est sûr de bien le savoir. Mais il ne doit pas faire de bruit s'il ne veut pas devenir une cible en sautant d'arbre en arbre, ayant, disons, une blessure et se déplaçant facilement et très rapidement. Si rapidement que les joues du frère flottent au vent. Dit que Rana dit qu'il n'avait alors aucune idée des conséquences que leur rencontre allait entraîner. Cette nuit-là, ailleurs, le vieil homme, après une brève explication, dit que son monde semble très magique, et Sayawun ajoute qu'il ne sait pas trop comment le décrire, mais qu'une civilisation très avancée y règne. Le vieil homme dit que cela explique comment il a pu s'adapter si rapidement à cet endroit, et Sayawun se demande depuis combien de temps il l'observe. Le vieil homme dit qu'il est avec lui depuis qu'ils ont été jetés ici, et Sayawun se demande s'il lit maintenant ses pensées. Le vieil homme dit qu'il avait prévu de profiter de l'air frais de la montagne pendant 100 jours, mais il a été intrigué par ce que faisait celui-ci. Il lui a parlé par simple curiosité pour savoir pourquoi ils ont été amenés ici, et il n'a pas l'intention de lui nuire, donc il n'a pas besoin d'être prudent. Sayawun dit qu'il n'en a aucune idée, et le vieil homme répond que dans son monde, il y a aussi quelque chose de similaire, et Sayawun dit que c'est aussi simplement, c'est un jeu juste pour le plaisir, personne ne meurt vraiment. Donc quand il s'agit des motivations de ces êtres surnaturels qui peuvent enlever des gens d'un autre monde, il est impossible de les comprendre. Pour qu'il sache. Le vieil homme dit qu'il voit et voit. Sayawun continue, et dit qu'il est sûr que ce jeu sera une grande opportunité pour quelqu'un. Le vieil homme demande ce qu'il veut dire, et Sayawun dit que celui-ci le sait déjà. Il ajoute que mourir ici n'est pas la même chose que mourir vraiment. Quand il mourra, on lui donnera un rang et une récompense correspondante. Et Sayawun pense que ces récompenses seront des objets qu'ils recevront ici. Le vieil homme demande s'il parle de ce qu'il a sur son corps, et Sayawun dit que ce n'est pas seulement cela, mais aussi les compétences et les arts martiaux qu'il a appris. Bien sûr, il n'a pas encore de preuves. Le vieil homme dit que la magie est vraiment intéressante, et doute que ce soit une vraie opportunité. Et Sayawun dit qu'il est sûr qu'il n'en aura pas besoin. Mais pour les gens qui traversent de grandes difficultés dans la vie, ces capacités pourraient changer leur vie. Le vieil homme demande ce qui le pousse à penser qu'il n'y a pas de difficulté dans sa vie, et Sayawun dit que celui-ci ressemble à un maître d'arts martiaux, et a sûrement des disciples dans son monde, ce qui n'est pas comparable à lui, qui dans son monde n'est bon à rien, donc ce sera une grande opportunité pour les gens qui rencontrent des difficultés. Le vieil homme rit fort, dit qu'il dit vraiment des choses intéressantes, et comme si une blessure lui ordonnait de se calmer. Le vieil homme demande alors ce qu'il fait constamment en touchant l'air, et dit que la blessure semble affirmer qu'il ne sait pas activer la carte. Il lui a raconté des conseils et des astuces utiles dans son monde, et lui-même a entendu des histoires à son sujet et sur le chagrin. Arriva assez rapidement. Le vieil homme frappa légèrement le sol, donc, dit qu'il est déjà matin et il a l'impression d'avoir passé trop de temps, quand il, disons, laisse tomber la blessure sur le sol. Sayawun dit que non, car rester avec lui est probablement la meilleure façon de se sentir en sécurité, et ajoute qu'il a aimé écouter ses histoires, et le vieil homme dit qu'il a beaucoup appris de lui sur le jeu, donc il se demande s'il peut d'une manière ou d'une autre le remercier. Sayawun demande à apprendre quelques techniques d'arts martiaux, car il veut vraiment survivre jusqu'à la fin, et pour cela a besoin de l'aide de cette personne. Sayawun demande ce qu'il entend par là, et le vieil homme dit qu'il s'agit de la mort, et demande comment elle sera. Le vieil homme dit que pour réussir en dehors des voies traditionnelles, il devra payer un prix élevé. Il demande s'il est prêt pour cela. Sayawun dit qu'il ne veut pas paraître brisé. Ceci est un enregistrement, mais ici les gens ne meurent pas. Le vieil homme comprend qu'il a raison et dit « Ah, si c'est le cas, on peut essayer cette méthode, disons, la blessure demande si elle réussira. » Le vieil homme dit qu'il vaut au moins la peine d'essayer, et Sayawun demande ce qu'il doit faire. Le vieil homme dit qu'il doit d'abord vérifier combien d'énergie intérieure il a, et il pose la paume sur sa tête. Puis il s'étonne de son énergie intérieure. Il dit que c'est même moins que celle de son chien, et demande pourquoi il est si faible. Dit le mot. Il dit qu'il lui a dit que dans son monde il n'y a pas d'arts martiaux ni d'énergie intérieure. Le vieil homme lui dit de prendre la posture du lotus pour l'instant, et nous voyons qu'il tient toujours sa tête dans sa paume, comme un ballon de basket. Il dit qu'il ressentira une douleur semblable à la mort, et qu'il ne pourra pas bouger. Sayawun demande ce qu'il doit faire, parce que s'il n'y arrive pas à temps, il mourra. Quand il commence à transmettre sa clé, Sayawun dit que toutes les sensations sont exacerbées.
le vent sur la peau est comme des lames tranchantes, même respirer fait mal. On lui a mélangé du fentanyl. Il entend même les fourmis ramper dans l'herbe. Tu meurs. Puis il ressent une douleur très aiguë. Quand cela commence, en montant de son dentian inférieur au supérieur, il a crié, et un rayon d'énergie est sorti de sa bouche et de ses yeux. Et il réfléchit qu'il mourra ainsi, et commence à transpirer nerveusement. Il retient immédiatement son vomissement pendant une seconde. Et avant de tout relâcher, le vieil homme dit qu'en voyant comment il a supporté cela, on voit que son corps est en ordre et qu'il a des aptitudes innées. Dès qu'il réglera le flux de sa clé, son corps se sentira différent d'avant, demande Sayaoun. Ce qu'il doit faire, et le vieil homme dit qu'il a dit plus tôt qu'il voulait devenir fort le plus vite possible. Sayaoun dit que oui, et le vieil homme répond qu'il a un peu déplacé son âme et créé dans cet espace une porte d'inspiration. Les gens naissent pour absorber la clé du monde uniquement par la respiration. Mais maintenant, il a une autre porte qui aide à absorber une énergie spéciale, non seulement par la respiration, demande Sayaoun. Qu'est-ce qui a changé? Et le vieil homme dit que les gens sont composés d'esprit, de corps et d'âme, que la clé de la vie maintient ensemble. Il demande de deviner ce qui arrivera à cette clé de vie quand quelqu'un meurt. Sayaoun dit que la clé doit disparaître, et le vieil homme répond que ce n'est pas le cas. Nous avons un exemple simple et intéressant de la vie, une goutte d'eau sur une feuille. Et quand elle commence à tomber de là, le vieil homme explique que elle ne disparaît pas, elle se disperse. Quand l'eau touche la terre, elle se répand. Le vieil homme dit que la clé de vie dispersée est absorbée par la nature, et ainsi le cercle de la vie continue. Mais il y a des gens qui considèrent ce cycle logique évident comme une perte de temps, et tuent même pour prendre la clé de vie d'autrui. Mais ceux qui ont suivi ce chemin sont constamment instables, et finalement l'harmonie de leur yin et yang est détruite, ce qui fait qu'ils perdent les arts martiaux ou meurent. La technique mentale qu'il lui a transmise lui permet d'absorber les clés de vie dispersées, comme eux, pour augmenter l'énergie intérieure. Sayaoun demande si celui-ci vient de le condamner à une mort inévitable, et le vieil homme répond qu'il est un peu différent. Contrairement aux autres qui ont reconstruit les veines pour faire des portes, il a utilisé l'âme de Seowun, il n'a pas du tout d'énergie intérieure, comme une feuille blanche, donc il a ajusté les veines pour absorber harmonieusement la clé de vie, et maintenant il est clair pourquoi il lui a donné la technique mentale interdite en Jangyun. Sayaoun dit que c'est probablement à cause des réglages du jeu, et le vieil homme ajoute qu'il aime la rapidité avec laquelle il comprend tout. Il l'a ressenti hier, aux endroits où les gens mouraient, la clé de vie reste. Le plus grand problème de cette technique mentale est qu'on ne peut réussir qu'en tuant, mais ici il n'y a pas ce problème. Pour survivre, il doit éliminer les autres, et en 100 jours il atteindra un niveau assez élevé. Le vieil homme dit qu'il est temps pour eux de se séparer, et ce serait agréable de le revoir. Dis-lui que la blessure lui dit d'attendre. Trop tard, disant qu'il l'a tellement aidé, il veut au moins connaître son nom. Le vieil homme dit qu'il s'appelle Zhang Daqian, tout le monde l'appelle Vallée Profonde, il est bienveillant, et la technique spirituelle qu'il lui a enseignée s'appelle Construction corporelle martiale blanche. Dit que le blessé se penche et dit qu'il n'oubliera jamais cela. Le vieux lui dit de s'habituer à respirer profondément. Profondément, et s'il continue à accumuler de l'énergie intérieure grâce à son dentan, il deviendra progressivement plus fort. Ensuite, il ouvre la carte, comme on lui a appris, et dit que c'est très pratique. Et il le verra de nouveau quand l'occasion se présentera. Dit que la blessure dit oui. Il dit qu'il a disparu très rapidement, comme on devait s'y attendre de lui. Et s'il savait utiliser les mêmes techniques de mouvement Qin Gong, il pourrait aussi se déplacer confortablement. Il décide de retourner aux environs, comme prévu. Il a été instantanément enlevé au centre, mais le chemin du retour a pris une demi-journée. Nous le voyons dans les buissons près de la maison éclairée. Il dit que c'est la même chose que la dernière fois. Soit c'est une maison sans gens, soit un noob quelconque qui s'en fiche. Il ne sait pas comment éteindre la lumière, mais il y entre quand même. S'enfonce plus profondément et regarde autour, vérifie les coins, puis fouille lentement la maison. Nous voyons comment la lumière en haut s'est éteinte, et il dit qu'il avait raison, et qu'il est temps de rassembler quelques affaires. Absurdie, ici il n'y a que des inutilités, donc il est venu pour rien, car ce n'était qu'un petit rouleau de guérison, et un idiot quelconque. Turquie. Il bâille et dit qu'il n'a pas du tout dormi, parce que Yapt, il était avec l'aîné toute la nuit et doit déjà aller se coucher, car il est très fatigué. Puis sa voix le réveille, car l'homme dit que la maison ne semble pas vide. Supposons que la blessure puisse dire que ce type est justement dehors maintenant et je ne peux pas croire qu'il était si vulnérable et qu'il attend maintenant près de la porte. Quand elle s'ouvre, l'homme entre et dit qu'il peut enfin. Supposons que la blessure appuie sur la détente et tire un coup en direction de l'homme. L'homme tranche immédiatement cela avec son épée et dit « Sayaoun ne peut pas croire qu'il se bat avec un maître d'arts martiaux et dit que ça l'agace. » Il plonge la main dans l'espace sous-jacent et sort des couteaux de lancer, utilisant la technique de l'étoile noire.
L'homme repousse l'un d'eux de la main et le traite de lâche pour utiliser une arme cachée. Puis Sayavun s'approche de près et lui attrape le côté de la tête. Puis il repousse l'arme et dit que il faisait un rêve agréable, jusqu'à ce que quelqu'un le réveille en levant le boulon de l'arbalète en l'air. L'homme le supplie, disant qu'il fera n'importe quoi, et lui donnera tout ce dont il a besoin, car il ne peut pas mourir ici, ayant tant souffert. Mais disons que la blessure lui a traversé directement le front. Dans la bande des meurtres apparaît une inscription, et nous apprenons que l'homme s'appelait Orong et qu'il est mort d'une flèche, et Sayavun dit qu'il refuse aussi de mourir ici. Il dit que c'est ce dont parlait Dokian. En enroulant cela autour de sa main, il dit que c'est précisément la clé de la vie. Puis il ressent une soudaine montée de chaleur lorsque son corps Il commence à être submergé par la force, et dit que cela doit être de l'énergie intérieure. Bien qu'il ait absorbé seulement la clé de vie d'une personne, son corps se sent plus léger et beaucoup plus fort. Et nous voyons que son énergie intérieure est maintenant affichée comme un indicateur. Il se demande si c'est le niveau 20. Maintenant 20 grâce à l'énergie de ce garçon, il a dit Daki, et lui a donné quelque chose d'incroyable. Et il ne devrait pas seulement collecter la clé de la vie par des meurtres, il faut chercher d'autres moyens. Il réfléchit à combien de personnes vivent maintenant. Dit avec étonnement qu'il ne comprend pas comment cela a pu arriver, car ils ne sont qu'au 5e jour. Puis il regarde cela en temps réel et dit que quelqu'un vient de mourir. Et nous voyons que c'était Sagwang, qui a tué un homme nommé Karl. Sagwang dit qu'il pensait que ce type était fort, car il est venu vers lui seul, et maintenant ses mains sont sales pour rien. Il dit qu'il a déjà tué beaucoup de gens, et ne sait pas quand tout cela va finir. Il ouvre le compteur de joueurs, et voit qu'il reste 23 joueurs. Il est parti et il remarque encore le nom de Seowun, disant qu'il avait déjà vu le nom de ce salaud. Sayawun dit que Sagwang a le plus de meurtres, donc il devrait l'éviter à tout prix. Il pouvait à peine battre un adversaire faible, et il est encore très loin du niveau de Sagwang. Il dit qu'il doit finir de farmer avant que la zone ne se rétrécisse. Dans le coffre qu'il vient d'obtenir, la seule chose utile est la potion Refined Trolls. Le reste est du bazar. Et s'il avait eu une quelconque élixir ou quelque chose de précieux, il ne serait pas mort si facilement. Après cela, il a décidé de se cacher et de tenir bon jusqu'à ce qu'il y ait moins de joueurs. Une semaine plus tard, nous voyons un loup-garou qui traverse la forêt. Il se retourne et grogne contre lui. Avant que la flèche de l'arbalète ne le tue, Sivun dit qu'il a compris à quel point il avait de la chance au début du jeu. Il ne pouvait pas beaucoup piller, car il se cachait principalement, et l'équipement qu'il avait était cassé, mais au moins il est resté dans la forêt près des frontières, donc il n'a pas rencontré beaucoup d'ennemis. Mais il en avait vraiment assez de la viande séchée, car c'était maintenant le 12e jour. Il s'approche du bord de la tempête et entend la main. Il pensait qu'il ne pourrait même pas bouger là-bas. Et toute la semaine dans le journal des meurtres, seuls les meurtres de Sagwang étaient enregistrés. Et il semble que tous les autres se cachent et ne prennent pas de risques. Il a remarqué qu'au centre de la zone s'élevait un grand nuage de poussière. Et il dit qu'il semble qu'il y ait un combat là-bas. Sagwang, haletant, demande qui ils sont en fait. Et ils lui disent que tout le monde s'est rassemblé avec un seul but, l'éliminer, et il n'y a pas le chemin pour lui de gagner, pour mourir tranquillement. Sagwang demande s'ils se sont vraiment tous unis seulement pour détruire Wana. Un garçon. Il pense qu'il est leur reconnaissant qu'il l'ait débarrassé du souci de chercher. Les éliminer un par un, car ils sont prêts à tuer. À son sujet, il est convaincu qu'ils sont aussi prêts à subir le même sort, et il les forcera. Il comprend sa signification. Il attrape une des têtes de ce garçon, serre fort, presse ce garçon comme un bouton et dit qu'il s'en est débarrassé, se barbouille le visage de sang. Il a fait ainsi, puis il dit qu'il va maintenant en attraper un autre. Comme on le voit, il n'a pas seulement tué un garçon, mais a aussi immédiatement éliminé tout un groupe en tuant encore 3. Et le magazine des meurtres l'a bien montré. Sagwang gagne presque sûrement la partie, à moins qu'il ne se passe quelque chose d'inattendu. Le nombre de joueurs diminuait constamment encore, et Sayawun dit que c'est fou. 9 meurtres d'un coup semblent absurdes, et il suppose que cela pourrait être une fraude. Bien sûr, c'est une blague, mais Sagwang dit que ces gars ne représentaient rien. L'odeur du sang est dégoûtante, ils doivent mourir sans résistance, et il ne comprend pas pourquoi il crie quand il s'apprête à partir. Il part, disant qu'il doit trouver un endroit pour se laver. Il dit que c'est l'équipe d'Elisabeth, et que c'est l'entièrcement. Il jure même par son nom qu'il se vengera pour Elisabeth. Il est parti, et dit que s'il tient encore un peu, il sera dans le top 10. Mais ayant vu ce chaos plus tôt, s'il veut survivre contre un boss de raid comme Sagwang, il doit obtenir de très bons objets. D'ici demain matin, ce manoir sera probablement hors de la zone de sécurité. Il dit que c'est probablement le dernier endroit où l'on peut farmer correctement. En regardant autour de lui, il touche l'une des statues de chevalier. Il est écrit qu'il faut 110 de force. Il dit qu'il manque de force et que cela ne ferait que le ralentir. Comme il n'a que 30, il dit que c'est vraiment pas de chance. Il dit qu'il y aura sûrement autre chose,
et remarque quelque chose qui attire son attention. Ceci est un élixir qui augmente son énergie intérieure, agit pendant 3 heures, et on lui demande s'il veut l'utiliser maintenant. Sayavun dit que s'il l'utilise, il n'est pas sûr de pouvoir vraiment obtenir de l'énergie intérieure sans absorber la clé de vie, et ce domaine lui semble être un entrepôt pour des objets précieux. Ensuite, il choisit un art martial appelé Poing Invincible, et dit qu'il ne peut pas croire qu'il a aussi trouvé un manuel ici. Comme avec la compétence Pierre du Cercle, il devra s'asseoir quelque part pendant 3 heures pour absorber l'élixir. Quand il fait un pas, il remarque que le son est différent et se demande ce que c'est. Lorsqu'il regarde de plus près, il voit un vendeur qui dit qu'il y a probablement quelque chose à l'intérieur. Il fuit toujours l'incendie, donc il parvient à entrer dans. Il a vu dans la salle d'attente, et c'était un dépôt fiduciaire. Le dépôt fiduciaire dit que sa survie après l'explosion n'était pas seulement une question de chance, car il a tué toutes ces personnes et a survécu. On voit qu'il parle à personne d'autre qu'à Sagwang, qui demande de quoi il parle en fait. Et s'il se tait simplement, il ne sera personne. Mais s'il a le temps de dire des bêtises, il vaut mieux simplement se battre que de perdre du temps. Escroc dit qu'il veut voir combien de temps il peut continuer à travailler. Il a une telle bouche, et Sagwang dit qu'il peut lui dire la même chose. Dit que la blessure ne peut pas croire que Sagwang, qui a provoqué un massacre, est juste un enfant. Escroc lève son bâton dans les airs et dit qu'il est un maître des sorts, et possède son propre style d'éclair. Il frappe directement là où se tient Sagwang. Sagwang recule. Évitant l'attaque, Escroc dit qu'il veut voir combien de temps il peut continuer à esquiver ainsi, et qu'il devrait l'affronter en face à face, tout comme il l'a fait contre Elisabeth. Sagwang esquive une autre attaque et dit que ce n'est pas que des paroles, car il n'a même pas vu de tel dans Zhong Yuan, et que certaines de ses compétences lui donnent vraiment la chair de poule. Il prépare une bombe spirituelle et dit que cela le détruira. Il la lance, et elle se divise en plusieurs coups d'éclairs, qu'il appelle une tempête d'éclairs. Sagwang comprend que cela va mal finir, et commence à esquiver et à manœuvrer entre les attaques, réduisant lentement la distance entre lui et Escroc. Il saute ensuite du sol et évite la dernière rafale d'orage. Clé, et Escroc dit que cela ne suffira pas pour briser sa barrière. Et il brandit un bâton en avant, tranchant Sagwang en deux. Et Escroc dit qu'il ne s'y attendait vraiment pas. Sayawun suppose que c'est aussi à cause de la magie d'Escroc, et dit que c'est de la folie, car en plus d'avoir failli tuer Sagwang, il peut changer la météo et est très fort. Escroc dit qu'il ne peut pas trouver Sagwang, et il semble que celui-ci soit allé très loin. Il s'éloigne et commence à crier le nom de Sagwang, jurant de le capturer et de le tuer. Quelque part dans la forêt, Sagwang suffoque à cause du gaz. Il a dit que, peut-être, cette fois il l'a vaincu. Mais la prochaine fois, il ne le laissera pas s'en sortir indemne, et écrira lui-même sa mort. Pour l'instant, il doit se reposer et se rétablir. Sayawun dit qu'Escroc 1 a regardé autour de lui à la recherche de Sagwang, qui est finalement descendu et a disparu, car il n'était visible nulle part, et grâce à la cape d'Escroc 1, il ne l'a pas vu et a survécu. Sayawun dit qu'après leur combat, ils ne reviendront probablement pas ici pendant un certain temps. Et il se demande s'il y a quelque chose d'important là-bas, ou un donjon avec un trésor caché. Il l'ouvre et dit qu'il semble mener assez loin. Il dit qu'il veut encore entrer à l'intérieur pour l'instant. On dirait que personne n'est encore venu ici. Quand il commence à descendre, il dit que c'était une bonne idée de prendre la lanterne de la maison qu'il a fouillée hier. Il regarde autour, voit un tas de nourriture et dit qu'il s'est avéré que c'était un vendeur de nourriture. Il n'y a même pas beaucoup de tels endroits pour cultiver, et il ne peut pas croire que tout ait été un échec complet. Son estomac gargouille, et il dit, honnêtement, qu'il se plaignait auparavant de ne manger que de la viande séchée tout le temps. Après 1 heure, il revient à lui et dit que c'était très bon. S'il avait au moins un peu de riz blanc, ce serait parfait. Mais c'est déjà pas mal, alors il vaut la peine de commencer à prendre l'élixir. Il dit aussi qu'il a un manuel d'arts martiaux, et nous apprenons qu'ils ont créé un point invincible. Cela a été créé par un homme nommé Manpesa, qui l'a développé dans ces dernières années, et, ayant une expérience de vie dans les arts martiaux, a mis son cœur et son âme dans la création d'un style invincible, mais avec un record de 1429 combats et 1429 défaites, il est devenu la cible de moqueries, et l'art s'est perdu faute d'élèves. Sayawun dit qu'en fait il a appris quelques bêtises, et c'est probablement mieux que de ne rien apprendre du tout. Il décide de ne pas y penser et de simplement boire l'élixir d'abord. Il hésite un peu à cause de la douleur de l'activation de la pierre annulaire, mais en pensant à devenir plus fort, il l'absorbe quand même sans plus. Tant que son dentin se remplit d'énergie intérieure, la quantité de ce qu'il a absorbé auparavant n'est même pas comparable. Il dit qu'il transpire soudainement beaucoup, ses mouvements sont devenus lents, et il ne pourra vraiment pas bouger pendant 3 heures. Après 3 heures, il se demande si tout cela est enfin terminé. Sachant que même rester assis 3 heures sur place fatigue. Il s'est caché dans la forêt toute une semaine et est fier d'avoir survécu inaperçu lors de l'affrontement entre ces deux géants. Il décide de bien dormir.
Disant que c'est sûrement près de la tempête, il ouvre le compteur des joueurs. Disons que la blessure demande comment. Il dit qu'il n'a certainement pas essayé une quelconque méthode d'entraînement absurde simplement parce qu'il n'y a pas de risque ici, et sinon, il ne sait pas pourquoi faire cela du tout. Il est content d'être dans le top 10, mais ce chemin laisse un goût amer. La zone commence à se rétrécir autour de lui, et il dit qu'il est temps de partir. Il ne mourra pas en entrant dans la zone de restriction, puisqu'il est déjà allé aussi loin, donc il doit rapidement s'en éloigner, et quand il commence à fuir, il dit qu'il ne se laissera pas attraper dans cette zone. Il veut continuer la stratégie qu'il a protégée tout ce temps, et pour une personne sans compétence, c'est la meilleure façon de monter plus haut. Il se retourne, et voit une boule de feu lui foncer dessus, et exploser juste là où il se tient. Il s'est à peine échappé indemne, et se demandait d'où cela venait. Sur Q, nous le voyons depuis l'endroit d'où est venue l'attaque, et il s'avère que cette chose a détruit. Escroc dit qu'il a envoyé quelqu'un grâce à son sort de détection, donc il pensait que c'était Sagwang, mais c'est un nouveau visage. Sayaoun dit qu'il s'est laissé emporter en utilisant l'énergie intérieure pour se déplacer rapidement, et finalement il a foncé droit sur ce gars, qui s'est avéré être un vrai imbécile. Escroc lui demande s'il sait où est Sagwang, et lui dit que s'il n'obéit pas, il devra le tuer ici même. Escroc dit qu'il le laissera en vie seulement s'il dit où est Sagwang, sinon il sera tué, et il n'a pas d'autre choix, car le laisser partir serait un problème. Supposons, la blessure dit qu'ils viennent littéralement de se rencontrer, et doute qu'il sache toutes ces choses. Il entre pour lancer une attaque surprise, car Escroc dit qu'il avait juste l'air d'être du même bord, et s'il ne le connaît pas, il devra mourir. Sagwang touche sa barrière et quand Sagwang dit qu'il est déjà complètement rétabli, mais sait qu'il lui manque probablement de la mana. Sayaoun s'étonne d'où il est venu, car il ne l'a pas du tout ressenti. Sagwang recule le poing et dit qu'il va finir ça avec ça. Cela, et il réussit vraiment à percer la barrière, et Escroc. Et Sagwang demande s'il a déjà entendu parler de l'énergie renforcée. L'énergie de la main est un art martial de cette catégorie, et elle est si rare que presque personne ne la maîtrise. Il l'a maîtrisée et n'a jamais pensé devoir l'utiliser dans ce monde, et tu es le premier à qui il l'a montré, alors considère-toi honoré. Il l'appelle Archimage, et quand nous voyons sa main dans la gorge d'Escroc, il la retire en éclaboussant du sang partout. Sagwang dit qu'il sait maintenant qu'il n'a plus besoin de prononcer ses sorts ennuyeux, et pour une personne comme lui, entrer dans le top 5 était inévitable, donc tôt ou tard ils se rencontreront, et la rencontre avec lui sera son plus grand regret. Sayaoun dit qu'il a peut-être de la chance que Sagwang soit venu ici, et pendant qu'ils sont distraits, il partira rapidement d'ici. Sagwang dit qu'il va le tuer maintenant, et Siwoon est surpris de ce qu'il voit quand Sagwang passe toute sa main à travers cela. On lui a transpercé la poitrine encore et encore avec un couteau artisanal, comme en prison. Puisque l'entièrcement concerne, Sayaoun dit qu'il a vu mourir soi-disant l'archimage invincible, être complètement détruit. Ce qui lui venait à l'esprit n'était pas la peur de Sagwan. Si quelqu'un a ressenti de la compassion pour nous, ce n'était qu'une pensée qui précédait tout le reste. Il pensa à quel point il deviendrait fort s'il absorbait leur clé de vie, et à cette seule pensée, il commença à transpirer. Sagwan demande où est passée son insolence d'hier, et s'il a des dernières paroles avant la mort, mais il dit qu'il a oublié qu'il ne peut pas parler. Sagwang commence à entendre ces paroles dans sa tête, car Elisabeth, qui l'a tué, était sa disciple préférée, et il demande comment il peut lui parler maintenant. Et Escroc dit que lorsqu'elle a été exclue de l'académie et que Cranesec ne l'a pas reconnue, simplement, puisqu'elle était une femme, il regrettait profondément de ne pas l'avoir arrêtée à ce moment-là. Sagwang dit qu'il ne se souvient pas d'avoir rencontré une femme, et qu'elle ressemblait probablement juste à un homme. Escroc rit, mais cela ressemble plus à un bruit de sang, et il dit qu'il peut enfin fermer cette sale bouche. Disons que la blessure dit que ce type a invoqué toute une météorite. Quand elle commence à s'approcher de Sagwangan, il demande comment il a réussi à lancer un sort alors qu'il ne peut pas parler, et Escroc lui dit que c'est, en utilisant leur mana et leur essence vitale comme paiement, cela s'appelle l'Armageddon. Sagwang commence à revenir fuyant cela, le traitant de fou et disant que la blessure est aussi comme ça. Auparavant, Escroc dit qu'à ce moment-là, c'était agréable de voir Elisabeth, et il aimerait la revoir. Et l'Armageddon frappe le sol, provoquant une explosion gigantesque qui, disant que si quelqu'un avait lancé ce sort, cela ne pouvait être qu'une seule personne. Supposons que la blessure ait survécu, mais très blessée. Il dit qu'il aurait dû s'enfuir au lieu d'attendre, et tout cela parce qu'il a été avide de la clé de vie. Il dit qu'il ne peut pas mourir de manière aussi absurde, et c'est pourquoi il a simplement farmé une tonne de parchemins de guérison. À un moment où il commence à les déchirer, il soupire et dit qu'il s'en est à peine sorti, et que sans cet élixir, il n'aurait jamais pu s'échapper. Et ça fait toujours très mal, même après qu'il se soit guéri, et un seul parchemin n'a certainement pas suffi. Quand il déchire encore une poignée, il dit qu'il peut enfin reprendre un peu son souffle. Il s'est avéré qu'il avait dépensé tous les parchemins accumulés et dit qu'il faut en obtenir d'autres.
En voyant que l'entiercement est enfin mort, il dit que c'est dommage de ne pas avoir pu le voir. La sphère est la clé de la vie, mais on ne peut rien y faire. Et il se demande pourquoi Sagwan ne figure pas dans le journal des morts, et s'il est encore vivant. Sur Q résonne un faible Sagwang qui demande de l'aide. Il dit qu'il a clairement entendu le son d'ici et quand. Sagwang s'est transformé en une boule, et a dit que s'il parvenait à activer ce parchemin, il ne mourrait pas dans une situation aussi mauvaise. Supposons que la blessure dise qu'éviter la météorite dirigée vers lui serait difficile, et si tous ses membres sont inutilisables, il ne peut pas utiliser le parchemin de guérison. Sagwang lui demande de le déchirer pour lui, et Sayawun dit qu'il sait que c'est Sagwang. Puis Sayawun dit qu'il s'est toujours demandé quel équipement il avait pour devenir aussi fort chaque fois que son nom apparaissait sur la liste des meurtres. Il était sûr de gagner ce jeu, donc c'est drôle de le voir dans cet état. Sagwang dit que s'il aide ne serait-ce qu'une fois, il le fera vainqueur, et c'est facile, car il ne pourra pas gagner seul en le tuant. S'il peut obtenir les objets de Sagwang et la clé de la vie, il deviendra le loup de ce jeu, il lève la lame vers le haut, et Sagwang crie. Non, même s'il le tue, il ne sait pas combien de joueurs forts il y a là-bas, il n'a même pas autant d'objets, et il n'a pas appris les arts martiaux ici. Seowun dit qu'il doit au moins connaître le nom de la personne qui le tue, et c'est Jin Seowun. Sagwang dit que cette fois, il pourrait mourir. Crier son nom avant que Sayawun ne lui plante un couteau directement dans la tête. Nommer la taille de la blessure, demander pourquoi il ressemble à un enfant, car cela le fait se sentir coupable. Quelque chose commence à s'échapper de lui si rapidement que cela enveloppe tout son corps. Il dit que Sagwang est pratiquement un élixir humain, car il est rempli d'un énorme afflux d'énergie intérieure. Plus, car plusieurs personnes sont encore en vie, et il existe, et il voit que Sayawun a vraiment réussi à tuer Sage. Que maintenant que le tigre est mort, les renards vont se déchaîner. Disons que la blessure dit qu'avec une telle énergie, il pourrait gérer n'importe qui. La proie, disant que s'il avait eu autant d'énergie intérieure dès le début, cela aurait dû être une personne très folle. Et il n'y a pas. Il n'a pas commencé à farmer à cause de cela. Et s'il ne trouve rien de bon, il sera de mauvaise humeur. Tout comme il le voulait, il obtient l'anneau du Kaiser, qui augmente fortement l'agilité, l'anneau de Dreaminger pour la force, l'anneau de Hylen pour l'endurance, l'anneau de Tokar pour la résistance à la magie, et il en obtient 2 de ceux-ci. Sayawun dit que ce scélérat ne faisait que farmer des objets rares, et je pense qu'il faisait semblant tout le temps de ne pas avoir d'équipement supplémentaire. Maintenant tout est fou, et il peut maintenant certainement gagner. En plus des anneaux, il y avait aussi différents livres d'arts martiaux, mais il ne pouvait pas les étudier immédiatement, car ils nécessitaient des compétences préalables. Puis il ressent quelque chose et dit d'attendre 1 minute. C'est parce qu'il lui a semblé qu'il avait ressenti la présence de quelqu'un. La boule revient et le frappe dans le dos, les flammes commencent à l'envelopper. Le garçon dit qu'il ne faut pas se détendre simplement parce qu'il fait du farming. Puisqu'il est tombé dans cette embuscade, il semble qu'il ait simplement eu de la chance de tuer Sagwang. Disons que le blessé, qui bien sûr n'a pas eu peur de l'attaque, demande qui il est, et les gars sont simplement confus pourquoi son sort de feu n'a pas fonctionné. Sayawun lui dit que c'est simplement passé à côté, car il a une résistance à la magie de 90. Il s'approche du garçon, qui lui dit de reculer, demandant ce qu'il compte faire, car s'il fait un pas de plus, il le frappera avec un sort plus puissant. Puis le garçon commence à viser droit devant lui. L'homme dirige une explosion directement dans la poitrine de Sayawun, et nous voyons à nouveau comment elle commence à se répandre autour. Il serre ensuite le poing et ramène la main en arrière. Il montre la première technique, appelée poing perçant, et frappe l'homme au ventre, casse son bâton, et envoie une onde de choc dans le dos. Sayawun dit qu'on lui avait dit que cet art martial avait toujours perdu, donc il ne s'attendait à rien. Mais il semble que sa force dépende de la quantité d'énergie intérieure que tu as. Amour. Le garçon commence à tousser et se retourne, il meurt simplement sur place. Il en reste maintenant 7, et ce garçon s'appelait Zigar. Sayawun dit que maintenant que sa résistance à la magie a augmenté, la magie ordinaire ne lui fera plus de mal. Apparemment, après la mort de Sagwang, tous ceux qui se cachaient ont été tués. Quand il commence à courir très vite à travers toute la forêt, il dit qu'il se considère au niveau pour au moins imiter les mouvements de Dakian, et ajoute que grâce à lui, il peut vraiment gagner. Il entend quelqu'un crier pour qu'il arrête de se cacher et qu'il vienne à sa rencontre. Sayawun ne croit pas que ce type fasse autant de bruit au milieu de la nuit, et celui-ci dit que Zihark était un magicien assez bon, et s'il n'est pas un lâche, alors qu'ils se battent simplement comme des hommes. Il dit qu'il n'est qu'un gamin effrayé, demande s'il a si peur de lui, et nous apprenons qu'il s'appelle Stonko. Il parvient à peine à la repousser, on voit que c'était une flèche tirée avec beaucoup de force. Stonko dit que la tentative de le piéger était puérile, et qu'ils doivent se battre comme des hommes. Le frère répète les options de réplique. Imaginons que la blessure dise que c'était une flèche, et demande qui l'a infligée. Quand je pense à la flèche, une personne me vient immédiatement à l'esprit, Zuroshana. Zuroshana demande s'il sait qui il est,
et Stanko dit que c'est évident. Car c'est un mercenaire légendaire surnommé l'Archer divin, bien connu dans la guilde. Finalement lui aussi cherche à gagner cela, et ils devraient s'unir et éliminer. Il est retourné vers Stanko. Stanko dit qu'il a bien fait de se présenter, et ajoute qu'il travaille dans la guilde. Assez célèbre, et il ne le regrettera pas. Zurochana dit d'accord. Stanko dit que même si sa réputation est très grande, il semble avoir la tête vide. Zurochana commence à compter et dit qu'il s'est peut-être trompé sur l'heure. Quand Stanko lui dit que l'archer doit faire une erreur et réduire lui-même la distance. Il lève les yeux, et voit Stanko ramener son épée en arrière, lui dire de mourir et de rendre ses affaires. Quand il commence à se balancer vers le bas avec toute sa force, il reçoit un CL. La flèche traverse son crâne et s'enfonce dans le sol. Il s'avère que Zurikana a tiré une flèche en l'air, et c'est ce qu'il comptait. Il dit qu'il ne collaborerait jamais avec un insecte comme lui, car même un chien qui passe à côté lui ferait pipi dessus. Il doit découvrir où se trouve ce scélérat Sayavun, et il a déjà perdu beaucoup de temps. Sayavun s'approche du coffre au trésor et dit que quand il ne reste plus que 6, la clé de vie de chacun est précieuse. Juste là où il se trouve, comme s'il lui regardait dans les yeux. Il utilise la magie de détection, et dit qu'il n'est peut-être pas seulement un archer habile, mais qu'il a une capacité dont il ne sait rien. Il s'est détendu parce qu'il pensait à la vie. La clé, mais Zurochana dit simplement qu'il était un misérable vaurien. Il ne vaut même pas la peine de le prendre, quand il partira, et en réalité il n'a pas remarqué Seowun. Deuxièmement, Sayawun dit qu'il a l'impression que la zone se rétrécit plus vite. Il ne reste que 6 survivants, encore 87 jours, et c'est probablement juste pour s'adapter au nombre de personnes restantes. Il se réveille et voit qu'il est en fait dans un champ. Il dit que s'il se bat, s'il y a quelqu'un comme ça ici, il attirera immédiatement l'attention de tous ceux qui sont autour. Mais il réussit à sauter sur le côté et à atterrir loin d'eux. Il dit que la magie était précisément dirigée vers l'endroit où il se tenait. Il se demande comment ils ont fait cela, mais quand il lève les yeux, il voit une foule d'attaques tournant dans le ciel, et dit « Zut !» Quand elle s'approche, il comprend qu'il ne peut pas esquiver. Il dit que c'en est arrivé là, et qu'il va croire en son énergie intérieure. Chapitre. Il applique le point invincible. Encore une fois, frappant en avant dans la direction de l'attaque et complètement. Il perce à travers lui, détruisant chaque projectile qui vole vers lui. Disant qu'il doit maintenant localiser son ennemi. Il le fait facilement, disant qu'il ne s'attendait pas à le trouver si rapidement, et celui-ci demande qui il est. Il a dépensé toute sa mana dans cette attaque, et c'est étrange qu'il ait tout bloqué. Le garçon s'étonne de quand cela s'est produit, car il n'a rien ressenti. Et le tueur dit qu'il devait laisser assez de mana pour détecter la magie ou pour une barrière. Être tueur et effacer ses traces, c'est son pain quotidien, et il doit se reposer dans l'urine. L'homme commence à disparaître, et il ne reste que 5 survivants. Il demande s'il le connaît, et le tueur répond que bien sûr, il a tué l'ennemi public numéro 1, Sagvanga, donc il ne pouvait pas ne pas le connaître. Et le reste des gens essaient clairement désespérément de le traquer. Il ne devrait pas résister, qu'il s'éloigne simplement en silence. Il a toujours touché la cible qu'il avait remarquée. Il court à l'intérieur, et Sayavun aussi, car ils vont bientôt organiser une bagarre sérieuse. Et des coupures. Nous voyons qu'après leur affrontement le sang vole dans l'air. Sayavun a vraiment beaucoup de petites coupures sur tout le bras. Le tueur dit qu'il pensait qu'on allait le trancher là-bas. Mais il s'est avéré plus fort que prévu. Sayavun dit que s'il ne s'était pas couvert d'énergie intérieure, on lui aurait coupé le bras, et que ce salaud est fort. Le tueur insiste de nouveau, disant que sa mort est inévitable, car il ne s'est jamais trompé quand il tuait dans l'obscurité. Sayavun dit qu'il s'est battu jusqu'à présent seulement contre des mages. Il dit qu'il va le tuer maintenant, quand il commence à disparaître. Apparaît derrière lui et, disons, tranche la blessure, mais il s'avère, mais cela s'est aussi avéré n'être qu'une illusion. Sayavun lui dit que sa capacité à agir discrètement est très impressionnante. Il le saisit par les 2 poignets et dit qu'à son niveau, il peut suivre les mouvements simplement en sentant l'énergie. Position étrange. Le tueur le traite de lâche pour une attaque par derrière, bien que ce soit en fait sa spécialité. Sayavun dit que c'est lui qui a essayé de le tuer et que c'est de sa faute s'il a été attrapé. Puis il serre le poignet du tueur, et celui-ci crie de douleur. Le tueur dit que celui-là ne pourra pas tous les battre seul et propose au moins de s'unir, mais le blessé refuse. Quand il baisse les bras et lève la jambe en l'air, ce type se casse la colonne vertébrale en 2. Une mort brutale, Frère a élevé les coups dans le dos à un nouveau niveau. Il ne reste plus que 4 maintenant. On apprend qu'il s'appelait Damiran. Sayavun a absorbé leurs 2 clés de vie, et a pris les parchemins de soins tombés. Car à cause du bruit qu'ils ont fait, ils voulaient farmer rapidement et s'échapper pour ne pas devenir une cible pour une tierce partie. Il prend ensuite le livre parmi les affaires de Tamiran, et dit qu'il ne lui convient pas du tout. C'était un manuel sur les clones d'ombre, qui permettait de créer des clones capables de se battre, et leur nombre dépendait de l'énergie intérieure. Sayavun dit que heureusement il ne savait pas utiliser l'énergie intérieure,
et s'il avait appris et su l'utiliser habilement, il aurait eu du mal à le tuer. L'autre avait un grimoire appelé « Yeux de Carmen ». C'est un sort de niveau suprême pour la détection, qui perce toute dissimulation, mais son cercle magique est trop faible pour l'apprendre. Sayavun a dit que c'est probablement ainsi qu'il voyait à travers son manteau de camouflage. Et une attaque vient de derrière, qui passe à côté de lui et tranche la joue. Sayavun regarde la flèche sur le sol. C'était ce type tout à l'heure. Maintenant la magie commence à apparaître rapidement. Sayavun dit qu'il n'a jamais vu cela auparavant et ne sait pas qui c'est. Dans tous les cas, il ne peut pas courir, alors il se concentrera sur son nain. Utilise ton énergie intérieure et frappe encore une fois avec un point invincible pour t'en sortir. En envoyant une onde de choc vers le haut à travers le glacier formé. Sayavun dit que puisque deux attaques sont arrivées en même temps, cela doit être une double équipe. Puis un homme apparaît derrière lui et dit qu'il est assez fort. Eh bien, c'est Armstrong de Full Metal Alchemist. Il s'avère que ce sont les 4 derniers. C'est le roi des Cruisans. Du nom de Shenturk, la main droite du roi des démons, que nous avons vu lorsqu'il se disputait avec Escro, appelé Iron. Et enfin l'archer divin que nous avons déjà rencontré, Zoroshana. Et aussi le gars ordinaire Seowun. Et il ne sait pas quoi faire maintenant. On dit à Siwun que sa chance est terminée ici. Siwun dit que c'est justement quand il était si proche de la victoire qu'il est tombé sur les Timers. La meilleure façon de détruire une équipe est de créer une situation où ils se trahissent les uns les autres. Il doit découvrir quelles relations ils ont entre eux, mais il est évident qu'il ne les a jamais vus auparavant. Kairon dit à Shenturk qu'il est heureux de le voir ici. Shenturk demande pourquoi le mage noir parle avec le roi. Chiron rit et lui dit d'expliquer. Il s'excuse poliment, mais ici ce n'est pas le statut qui compte, mais ce qui est plus avantageux, s'unir pour obtenir de meilleures récompenses, et Sayawun pense qu'ils ont peut-être fait cela intentionnellement. Mais bien sûr, Shenturk dit qu'il faut d'abord se débarrasser de la présence agaçante de Sayawun. Et Chiron ajoute que pour lui c'est très simple. L'aura dorée commence à briller et éblouit Siwun. Il voit au-dessus d'eux un soleil miniature. Chiron dit qu'il n'a maintenant nulle part où se cacher, et Shenturk ajoute qu'il est plus intelligent qu'on ne le pensait auparavant. Sayawun dit qu'il ne pensait pas qu'il existait une telle méthode, et puisque la cape ne se cache que dans l'obscurité, il n'a même pas envisagé cet échappatoire. Kairon dit qu'il voulait remercier Saguang, car il s'est débarrassé pour lui de cet agaçant séquestre. Il ne peut pas lui dire cela directement, mais c'est la loi de cette terre. Maintenant, c'est son tour de mourir au nom du roi des démons. Il commence ensuite avec la main gauche à invoquer une tornade violette, l'appelant la lame du chaos. La plupart des mages sont faibles à courte distance, donc s'il réduit la distance, ils se retrouveront à l'étroit et auront du mal à lancer des sorts, il doit donc de toute façon imposer un combat rapproché. Quand il se jette en avant, Chiron l'appelle un ignorant et dit qu'il devrait simplement mourir tel qu'il est. Les attaques s'envolent et disent que le blessé n'essaie même pas d'esquiver. Il court droit à travers eux, disant qu'il doit envelopper le corps avec autant d'énergie intérieure que possible pour réduire les dommages. Il doit percer à tout prix. Et même son manteau se déchire tellement qu'on ne peut pas utiliser ses capacités, tant qu'il n'est pas réparé. Sayawun dit que l'énergie intérieure qui cachait son corps se désintègre, et maintenant sa cape a aussi disparu. Kairon dit qu'avec ce coup, ils vont le déchirer en morceaux, et il ne restera aucune trace. Puis Sayawun recommence à utiliser le poing invincible. S'élançant de la lame sanglante du chaos, il serre le poing et se précipite en avant. Bro était couvert de son propre sang. Kairon téléphone à American et lui dit qu'il n'a aucune chance de gagner, donc il devrait abandonner. Quand il lance encore un sort appelé Chaos du mort-vivant, la main, il commence à s'arracher de la terre et à voler directement vers Siwun. Sayawun dit que comparé à tous les mages contre lesquels il s'est battu auparavant, ce garçon est à un autre niveau. Il joint les mains et frappe ce clone ombragé. Et il commence à recevoir les coups à sa place. Kairon dit qu'il pensait qu'il était seulement... Il savait porter quelques coups, mais il peut même utiliser la magie des clones d'ombre, et c'est vraiment surprenant. Sayawun dit que c'est sa victoire. Chiron commence à bégayer en prononçant le mot barrière. La capacité appelée aura perçante a traversé directement la cage thoracique de Iron et a touché Sayawun. Eh bien, il a reçu un coup collatéral. Chiron se retourne et dit que celui qu'on appelait roi ne devrait pas se comporter aussi lâchement. Shenturk lui dit qu'il n'y a pas d'honneur plus grand que la victoire, et il n'a jamais dit qu'il allait coopérer. Avec lui, bien qu'il le remercie de s'être débarrassé des déchets, et quand le message apparaîtra, dit « Il a tué Kairon ». Shenturk dit qu'il ne reste plus que tous les deux maintenant. Il dit à Zuroshani qu'il était une vraie épine dans le pied de leur armée, et quelle ironie qu'en fin de compte il l'ait aidé de cette façon. Qu'il est encore trop tôt pour en parler, et Shenturk demande de quoi il parle. Comme on le voit, Sayawun est toujours... Il est vivant. Il court avec une attaque et le frappe directement au visage, ce qui fait que Bro commence à tourner. Il le frappe si fort que l'armure s'envole.
et il s'envole directement contre la roche sous Zuroshana. Finalement, il est entré dans le duo. Zuroshana dit qu'il pensait qu'il était mort par l'épée de Shenturk, mais c'était probablement un clone d'ombre. Sayavun lui dit d'arrêter de bavarder et de se battre. Zuroshana dit qu'il ne peut pas croire que tout le monde soit si impatient. Cela montre qu'il s'occupe avant tout des affaires avec Shenturk. Puisque Shenturk est encore vivant, il dit que les deux le font sortir de ses gonds, et il est certain, il l'a ressenti, et ne peut pas croire qu'il a détruit son armure, faite par le maître forgeron de son empire, et c'est vraiment impressionnant. Sayawun dit qu'il bavarde aussi trop et se demande s'ils l'attaqueront un par un, ou s'ils se jetteront sur lui ensemble. Shenturk dit qu'il regrettera de l'avoir forcé à donner toutes ses forces. Quand il commence à laisser une image résiduelle, dit le mot. Shenturk réduit instantanément la distance et lui transperce la main avec son épée. Shenturk dit que personne ne pourra battre sa vitesse, car il a été touché au ligament, donc cette main ne fonctionnera plus, et sa technique semblait nécessiter les deux mains. Sayavon dit qu'il a été déconcerté par le fait que ce gars n'est pas un personnage de force, et il ne peut pas perdre comme ça. C'est parce qu'il a travaillé si dur pour arriver ici, et qu'il est déjà trop tard pour mourir ici. Donc il va faire confiance à l'énergie en lui. Quand il abat son bras, il casse l'épée de Shenturk à main nue. Il lève la main et utilise l'art de l'étoile noire, la lance en retour vers Shenturk et lui entaille la joue. Shenturk demande comment il a osé blesser son visage, puis, supposons que la blessure déchire un parchemin de guérison, restaurant instantanément ses blessures. Shenturk dit qu'il ne croit pas qu'il devra se battre jusqu'à la fin. La fin, quand il commence à reformer sa lame avec son aura. Il dit qu'il le reconnaît, car il l'a forcé à utiliser la lame d'aura. Sayavon dit que maintenant que ses mains sont guéries, il peut riposter. Quand il joint ses mains, il crée un clone d'ombre et dépense simultanément toute son énergie intérieure, créant une armée de ses copies. Shenturk dit qu'il utilise vraiment des astuces irritantes, mais que le vainqueur est toujours lui. Sayavon dit qu'il est maintenant devenu sérieux, alors il devrait se préparer. Zurochana observe et demande si quelqu'un d'entre eux peut mourir, car ils doivent en finir avec cela à l'aide des quads. Rapidement, et il commence à bâiller, car officiellement ils ne sont plus que 3 maintenant. Sayavun lui dit qu'il va bientôt commencer, et Shenturk dit qu'il lui a dit d'arrêter de parler, mais continue lui-même à le faire. Nous apprenons que la durée maximale de ces lames d'aura est de 2 minutes, donc il doit réussir dans ce temps. Cependant, l'énergie intérieure de Sayavun est aussi presque épuisée. Il doit aussi finir cela rapidement, alors ils se dépêchent tous les deux. Ils commencent tous les deux à courir l'un après l'autre. Nous voyons Sayavun et ses clones entourer Shenturk, et quand Shenturk fait une attaque vers sa tête, il esquive. Sayavun lui tape dans le dos, et Shenturk agite la main, le traitant de vil scélérat, et tranche un clone d'ombre en deux. Shenturk dit qu'il ne sent pas ses coups touchés, donc cela devait être un clone. Si c'est le cas, il les abat tous, sans se soucier de trouver le véritable. Pendant qu'il fait cela, il reçoit un coup en plein visage. Il commence à vaciller. Il se demande si c'est... Isaïvoun demande ce que ça fait quand un type méchant te frappe. Pour qu'il sache, il ferait mieux d'arrêter de chercher le corps véritable. Les clones qu'il crée peuvent tous attaquer, et ne sont en rien inférieurs à l'original, donc il ne pourra pas les distinguer. À l'unisson, 2 de ses clones attaquent à 2, utilisant un point implacable qui a évité ses pédales arrière. Maintenant il est dans les airs. Ou réalisant qu'il doit passer à l'offensive, il veut qu'on l'utilise plus, comme son coéquipier. Je dégage une aura perçante et commence à balancer en avant, frappant rapidement les clones. Zurochana, regardant d'en haut, dit qu'il ne s'attendait pas à... Shenturk lui dit d'arrêter de rester là et de venir aider. S'il l'aide à gagner, Shenturk lui donnera tout ce qu'il veut quand ils reviendront. Zurochana lui dit de surveiller son adversaire. Encore une fois, Shenturk utilise son aura perçante, donc il évite la blessure. Cette fois, il frappe avec la paume de la main sur son épée lorsqu'il repousse l'attaque. Et dit que la blessure dit qu'il ne s'attendait pas à ce qu'elle soit bloquée. Shenturk crie qu'il l'a maintenant attrapé. Puis il transperce directement, et on voit le sang gicler. Il disparaît progressivement, car ce n'était qu'un clone. Shenturk dit que cette absurdité devient déjà ridicule. C'est humiliant. Il commence, en riant, il dit qu'il se moque déjà de la victoire et qu'il va simplement le déchirer en morceaux de toutes ses forces. Zurochana dit « Voici venir le roi de la folie » et Shenturk lui dit d'esquiver cela, s'il le peut. Quand il commence à lancer Ela Aura, il réduit instantanément la distance, tue 2 clones et transperce un autre. Quand ils commencent tous à disparaître, il dit qu'il ne reste que... Quand Siwun et ses clones commencent à courir en avant, il utilise sa connexion peer-to-peer. Et un autre Siwun le frappe directement dans la poitrine, le traversant. Disons que la blessure dit que son attaque a touché cette fois-ci. Shenturk dit que comme il n'a pas de sensibilité dans sa main, il doit simplement devenir aussi un clone, et maintenant il ne restera que l'original. Shenturk dit qu'il finira ça d'un seul coup. Et ils commencent à courir l'un vers l'autre pour en finir avec tout. Supposons que cette fois, blessure,
n'a pas esquivé le coup de Shenturk, mais l'a plutôt frappé à la main avec son pied. Shenturk dit qu'il maîtrise assez bien le combat au corps à corps. Il a utilisé la dernière charge de sa lame aurique pour créer une forme d'éclair. Le Turc commence à piquer, disons, une blessure à la jambe, et elle commence à provoquer un choc. Sayaoun tombe en arrière sur le sol, et Shenturk réduit rapidement la distance. Sayaoun essaie de le convaincre d'attendre, car seul Zurochana en profite. Il dit qu'il a à peine eu le temps, tant que son habileté fonctionnait. Ce n'était pas ressenti comme un vrai corps. Comme nous le voyons, Sayaoun apparaît immédiatement. Sayaoun dit que s'il ne l'avait pas épuisé avec ses clones, il aurait perdu. Il ne reste maintenant que 2 survivants, et il a le butin de Shenturk et la clé de vie, qu'il peut absorber. Zurochana dit qu'il ne s'attendait pas à ce que celui-ci batte Shenturk. Et il doit le remercier, car il était difficile de traiter avec lui. Finalement, à cause de ce désir obsessionnel de compétition, même le roi a dû donner toutes ses forces pour vaincre quelqu'un comme lui. Il a tout utilisé dans le combat contre lui. Donc il mourra de ses mains. Pour son combat courageux, il lui accordera l'honneur quand il tire une flèche et vole dans les airs. Sayaoun dit que c'était une quantité folle de clés de vie, et bien que ce ne soit pas comparable à ce qu'il a obtenu à Sagwango, cela suffira. Énorme, car il peut certainement vaincre Zorosana. Encore plus, en sautant du pied de la falaise jusqu'à Zurichana. Zorosana dit qu'il utilise un clone agaçant pour... Shana descend aussi, et dit que cette fois il doit s'assurer de pouvoir s'enfuir. Dit que la blessure crie non, avant que Zorosana ne tire, et Sayaoun demande comment il a découvert lequel d'entre eux était le vrai. Peut-être, en disant que ce n'est rien d'étrange, il a simplement deviné. Seowun demande s'il est sérieux, et Zerosana dit qu'il s'en est bien sorti et est arrivé jusqu'ici, et il exprime son respect pour sa persévérance. Sayaoun lui dit de rendre ce respect au chien. Et le temps commence à s'éteindre, dit que cela fait mal. Il disparaît, car il y a maintenant un coffre, et nous voyons que la survie de Cload est terminée. Dit la taille de la blessure, en disant qu'il a fait tout le travail, et quelqu'un d'autre a reçu le prix. Mais il a finalement profité de Sagwang quand il était sans défense, et cela le félicite pour être dans le top 2. 2, car il a mérité le droit de participer au prochain jeu. Sayaoun confirme le 2e jeu. Le jeu lui annonce qu'avec les bonus pour les éliminations, il a gagné 140 pièces. Siwoon se demande à quoi servent ces pièces, et invoque tous les objets qu'il a reçus. Nous voyons que chaque objet qu'il a reçu a un prix réel, et maintenant il peut les acheter. C'est un système très cool. Le clone d'ombre coûte 130, et il se demande pourquoi c'est si cher, car cela prend presque toutes ses pièces. On lui dit aussi que le top 5 des survivants aura la chance de faire tourner la roulette et de gagner un objet aléatoire. Sayaoun dit qu'évidemment ils aiment leur jeu gacha, et comme il est le 2e à jouer, il a 2 essais. Sayaoun dit que c'est bien s'il obtient soit une cape d'invisibilité, soit un clone d'ombre. Il doit économiser beaucoup de pièces, et cela peut être un gros gain. Il passe à travers le clone d'ombre, et quand le clone s'apprête à recommencer, il est prêt. Et à la place, il reçoit un collier d'entiercement. Il dit qu'il a pris l'un des moins chers, et il faisait juste allusion pour obtenir Et il commence à supplier n'importe quel dieu là-bas de l'aider avec ça. Quand il passe à travers l'anneau du sous-espace, il se demande s'il ne s'est pas encore trompé. Et nous voyons comment l'étoile noire continue, et il pense que tout est fini avant même que ça ne touche le clone d'ombre, car il existe une armure scénaristique, disant que c'est le plus cher qu'il pouvait acheter, et que cela dépasse presque le double de la valeur de ses pièces. Puis il transmet les objets, et dit qu'il peut utiliser ces pièces pour acheter des objets supplémentaires. Dès que cela sera fait, il sera automatiquement transféré. Il dit qu'il est temps de commencer les achats. Grâce au fait qu'il a sorti le clone d'ombre, il a réussi à économiser beaucoup de pièces, mais il y avait trop d'offres, donc il n'a pas pu décider longtemps, et il était insupportable d'attendre. Alors il a fait quelques compromis et a terminé les achats. Sa voix l'a félicité et a dit qu'il lui souhaitait bonne chance pour le prochain jeu. Quand Sayaoun voit une lumière brillante devant lui, il le met sur son doigt et dit que ce n'est en fait pas un rêve. Puis il soulève le sac du sol et dit que son premier jeu est terminé, et de l'extérieur il peut sembler presque pareil. Au moins maintenant, il n'a pas besoin d'étudier. Il regarde la bague et dit qu'on lui a déjà dit qu'il y en aurait une autre. Dans le jeu, il lui reste 30 pièces, donc il doit se dépêcher pour y arriver. Cette fois, il a presque gagné et a pris la 2e place, mais dans le prochain jeu, il prendra sûrement la première. Bien sûr, ses parents lui ont acheté ce studio près de l'école pour qu'il puisse retourner en cours. Au début, il devait rester ici, étudier et se préparer à retourner à l'école. Mais maintenant, il est entièrement concentré sur le fait de devenir plus fort grâce aux objets qu'il a rapportés du jeu. Il commence à ressentir une énergie intérieure, dit que c'est vide, pense qu'il l'a peut-être entièrement dépensé dans la bataille finale. Et comme ici il ne peut tuer personne, il essaiera de se cultiver comme Daki et de lui apprendre la même chose. Couvre autant que possible.
Dokian a dit qu'il est normal d'accumuler de l'énergie intérieure par la cultivation, et quand il aura formé un noyau énergétique et qu'il se concentrera dessus, cela doit se faire naturellement. Cela peut ne pas être aussi rapide que d'absorber la force vitale en tuant les autres, mais si la cultivation devient une habitude, il peut atteindre la maîtrise sans s'en rendre compte. Sayawoon demande s'il peut devenir aussi fort s'il s'entraîne, et Dakyun rit. Maps a dit qu'il a remarqué depuis hier qu'il est devenu assez courageux, et Dachian dit un idiome qui signifie ne pas en faire trop. Sinon tu en souffriras, mais il se peut que ce soit excessif, parce qu'il pourrait s'avérer être un talent caché, et il ne le saura pas tant qu'il n'essaiera pas. Il déclare et dit qu'il peut à peine rassembler quelque chose. Et puis, ça diffère trop du jeu. À ce rythme, il lui faudra des années pour le remplir. Il ne devrait plus perdre de temps, il vaut mieux simplement mettre en ordre les choses qu'il a apportées. Il sort quelques manuels d'arts martiaux, dit qu'il en voudrait de meilleurs, puis, il se demande s'il faut s'entraîner progressivement, tout comme l'énergie intérieure. Il ne deviendra pas fort de sitôt, le manuel demande s'il veut apprendre cela, et il est embarrassé. Il dit que c'est plus faible que quand il était rempli d'énergie intérieure, mais c'est toujours la même chose. Il l'a, et nous voyons le collier escroc. Il dit qu'il avait oublié cela, et on dit qu'il est fait en or pur. Il le mord, disant que c'est... On a l'impression qu'il devrait coûter au moins 10 millions de wons. Quelque chose de similaire ne coûte qu'une seule pièce. Et s'il en apporte seulement 10 lors du prochain jeu, il gagnera immédiatement 100 millions. Même si cela ne coûte rien dans le jeu, ici cela a une toute autre valeur. Il obtient du sang purifié de troll. On disait que cet objet garantissait une année de vie saine à celui qui le buvait, et il a été retourné à cause des effets. Cela ressemblait à une tentative, et s'il pouvait le vendre à un patient riche et incurable, il pourrait demander n'importe quel prix. Le fait que la survie du Cloyd s'avère être une grande opportunité pour lui. Il dit que, si on y pense, dans le jeu il n'avait que de la viande séchée, et il ne ressentait même pas la faim pendant la culture. Il est temps pour lui de manger de la vraie nourriture. Il va dans un établissement appelé Grand-mère Diner, et prend... C'est un ensemble de plats qu'il considérait autrefois comme un luxe. Quand il mâchait cette viande séchée, ce qu'il voulait le plus, c'était ce plat. Il dit qu'il s'est écoulé tellement de temps depuis qu'il a mangé du simple riz blanc que la viande séchée a failli le tuer. La grand-mère propriétaire, je suppose, a demandé ce qui n'allait pas avec lui, car il était aussi venu ici hier, et s'il pleure, cela gâchera l'appétit, car un homme ne doit pas geindre. Il dit que c'était très bon, et, comme toujours, la remercie, et elle lui demande d'arrêter ses bêtises, de tout manger dans son assiette, et de demander une portion supplémentaire si ce n'est pas assez. Sayawoon dit que cela confirme que le temps dans le jeu n'est pas le même que dans la vie réelle. Ensuite, il la remercie pour la nourriture. Elle lui dit d'arrêter de se plaindre et de revenir encore. Il demande quand commencera le prochain, car il doit y arriver. Rassemble plus d'énergie intérieure d'ici là, ainsi qu'une autre chose qu'il a ramenée. Il sort l'anneau de puissance, le met et dit qu'il se demande si cela fonctionnera de la même manière que dans le jeu. Il s'accroupit, puis se pousse de la rue, vole au-dessus des maisons et dit que c'est... Il retombe en arrière, atterrit et dit qu'il espère que personne n'a vu cela. Si cela est signalé et diffusé sur Internet, ce sera un gros problème pour lui. Il dit que si cela est réalisé aussi précisément que dans le jeu, il devra d'abord accumuler plus d'énergie intérieure avant de l'utiliser, mais cela lui causera beaucoup de tracas. L'objet le plus cher qu'il ait acheté dans le jeu. L'absorption de cet objet ne m'a pas permis de jouer à ce jeu. Il a dû se déplacer pendant 3 heures, et il semblait que ça brûlait à l'intérieur de lui. Ses yeux commencent à briller intensément. L'élixir tombe par terre, et il gaspille une partie. Il est revenu à son état habituel, mais il se sent mal. De la fumée est visible près de sa chambre. Les gens disaient que leur mur chauffait, ils frappaient à sa porte, mais la poignée était trop chaude pour être touchée. S'il faisait si chaud, il fallait appeler les pompiers, pas la police. La vieille dame dit qu'il faisait chaud, mais il n'y avait pas d'incendie. La police conseille de ne pas toucher et suppose que la chaudière est réglée trop haut. Elle dit qu'il fait trop chaud pour ça. Le policier soupire, dit d'accord, et s'approche pour toucher la porte. Ça brûle beaucoup. Elle dit qu'elle lui a dit ça. Il demande s'il y a quelqu'un à l'intérieur, car ils ont reçu un message, et il doit ouvrir la porte. Et s'il est à l'intérieur, pour répondre, car ils sont ici pour aider. Les portes s'ouvrent, et la blessure semble demander qui c'est. On dit qu'ils ont reçu un message concernant un possible incendie. Disons, une blessure d'où coule la sueur semble dire qu'elle est un peu chaude, et qu'il a un peu tourné la chaudière, et si c'était un incendie, il devrait y avoir des pompiers ici au lieu de la police. La police dit que même en cas de plainte, ils doivent quand même se déplacer et demande s'il a besoin d'une ambulance. Sayawoon dit que ce n'est qu'un simple rhume et qu'il ira mieux après du repos. Ils disent d'accord. Ils s'apprêtent à partir. Ensuite, les flics lui disent de ne pas appeler pour ce genre de choses, car cela crée des problèmes. Elle dit qu'elle était choquée.
il a failli mourir. L'énergie de l'élixir bouillonnait comme une flamme, et s'il n'avait pas eu la capacité de contrôler son corps, il n'aurait pas pu la retenir. D'une manière ou d'une autre, il sent que ce n'est pas comme dans le jeu. Utiliser ces choses dans la vie réelle est un peu risqué, mais ça en vaut quand même la peine. Quand il lève la main, il utilise son poing invincible. À savoir un coup de paume qui a généré une bourrasque d'air dans toute sa chambre et a instantanément brisé sa chaise. Il dit qu'il doit vendre certaines choses qu'il a ramenées pour au moins pouvoir acheter une nouvelle chaise. Le lendemain, il va à la salle de sport. Dans la rue, il dit que pour vraiment affiner son poing invincible, il a besoin d'entraînement physique. Il est venu ici, mais il s'est avéré qu'il y avait trop de monde pendant la journée. Il doit attendre que le soleil se couche, puis il remarque quelque chose. Il y a tout un groupe de voyous lycéens ici, j'espère qu'il ne commencera pas une bagarre avec eux, ce serait embarrassant. Quand il passe, un des étudiants fume. Le vieil homme lui dit qu'il est interdit de fumer ici et qu'il ne devrait pas fumer car il est encore jeune, et l'étudiant demande de quoi il s'agit, car même ses parents ne disent rien à propos de son tabagisme. Le vieil homme dit que si ses parents ne l'ont pas fait, c'est qu'ils n'ont pas réussi à l'éduquer. Le voyou demande qui il est en fait, et dit que la blessure dit qu'il a un mauvais pressentiment à ce sujet. Quand son corps est rejeté en arrière et qu'il vole par-dessus la table, il est impossible qu'il ait simplement tué l'étudiant comme ça. Sayavin dit que peu importe à quel point il est grossier, on ne peut pas simplement frapper un vieil homme. Certains étudiants se retournent et appellent un autre, au nom de Minchik, qu'ils sont venus ici rencontrer. Sayavun se retourne. Plutôt il a demandé s'il cherchait la mort. Ce type commence à se pencher sur lui, et Sayavun dit que tout s'est avéré plus compliqué qu'il ne le voulait. On voit l'étudiant tout ensanglanté, allongé par terre, et Minchik demande si c'est lui qui l'a fait. Sayavun dit que c'est lui qui a causé le problème en premier, car il n'a pas montré de respect aux aînés. Et il a vraiment essayé d'attaquer le vieil homme, et si les lycéens fument ainsi en public, il faut les avertir qu'ils pourraient se retrouver en Sierra Leone. S'il est son frère aîné, il doit l'éduquer correctement. Peut-être qu'il a exagéré, mais il n'avait pas le choix, car il ne pouvait pas permettre qu'il frappe l'aîné. Sayavun dit qu'il va aussi lui donner une leçon et ramène son poing en arrière, le frappant avec un poing perçant directement dans le ventre. En voyant, le frère vole en arrière et commence à cracher du sang. Seawun dit qu'il a oublié de contrôler correctement sa force. Il tient un couteau papillon et lui dit de regarder la nouvelle peau qu'il a achetée. Sayawun dit que le frère cadet est pareil que l'aîné et qu'ils sont tous les deux incontrôlables. Minchuk entre en courant et balance un coup d'en haut, mais Sayavun esquive sur le côté et dit que plus ils se battent longtemps, plus il le ressent. Se battre contre des gens aussi ordinaires est trop facile pour lui. Il fait un balayage par en dessous et fait tomber Minchik de ses pieds. Si quelque chose tourne mal, il tuera sérieusement ce garçon. Il décide d'utiliser seulement 50%, puis frappe avec la paume, mais secoue. Seule la pression de l'air repousse le garçon contre un arbre. Il ne sortira certainement pas d'ici sans une hémorragie interne. Il se cogne contre quelque chose, tombe par terre, et les enfants filment cela avec leur téléphone. Sayavan dit que ce n'est pas ce qu'il voulait faire, et il dit que le jeu d'acteur est très dramatique, et demande s'il est un acteur de film d'action ou quelque chose de similaire. Puis il s'approche du frère cadet, le frappe à nouveau et dit au frère aîné de respecter les aînés, d'arrêter de fumer et de ne pas se promener avec des couteaux, car c'est dangereux. Il s'enfuit, et plusieurs étudiants appellent son frère cadet Donjun, mais il ne réagit pas et il pense qu'il est mort. Sayavon s'étonne de ce qu'il pensait alors. Il se vante devant une personne ordinaire. Si cette personne meurt, sa vie sera terminée. Bien qu'il ait appris cela facilement grâce à ce qu'il a apporté du jeu, il doit bien s'entraîner pour le maîtriser parfaitement en rentrant chez lui. Il décroche, et sa mère demande s'il a mangé. Il dit qu'il l'a fait, et elle dit qu'il ne répondait pas, alors elle s'est inquiétée et a appelé, espérant qu'il n'était pas malade. Elle demande ensuite comment ça se passe à l'académie où il est inscrit. Sayavon dit qu'il peut gérer cela, et il ne peut pas lui dire qu'au lieu d'étudier, il s'entraîne aux arts martiaux. Il demande ensuite comment va son père, car il a entendu dire que celui-ci a trouvé un nouveau travail de coursier. Elle dit qu'elle voulait appeler à ce sujet, et il s'est avéré qu'il a eu un accident de la route. Sayavon demande à quel point c'est grave et ce qui s'est passé. Elle dit que c'est arrivé quand il livrait des colis, et une voiture a grillé un feu rouge et l'a violemment percuté. Ils n'ont pas économisé sur l'assurance, mais l'opération coûte cher, et elle est inquiète. Elle sait qu'elle n'a pas envoyé beaucoup d'argent de poche, donc elle a honte de demander, mais espère que, peut-être, il lui reste un peu d'argent de ce dont elle parlait. Il lui demande combien a coûté l'opération et elle lui dit que c'est environ 1 ou 2 millions. Il lui dit de ne pas s'inquiéter. Il pense avoir une solution, alors il demande si elle va bien, elle dit que oui, et s'excuse de le déranger alors qu'il est déjà occupé par ses études. Il dit que tout va bien et qu'il la rappellera. Ses parents ont déménagé toute leur vie d'un logement loué à un autre. Son père a toujours travaillé plus dur que quiconque parmi ceux qu'il connaissait,
Mais avec l'âge, ses revenus ont diminué. Banque. Son travail est facile à remplacer, c'est pourquoi il changeait souvent d'emploi. Disons que quelqu'un commence à sangloter, disant qu'il était un enfant typique qui vivait au crochet dans une telle famille, un fardeau désespéré sans avenir, et qu'il déteste cela. Mais il ne veut plus rester ainsi. La femme dit que cela ressemble à un travail très habile, mais pas à un produit local. Il dit que cela fait 5 générations dans leur famille. Elle dit que le style n'est certainement pas fait avec des méthodes modernes, et il demande combien cela coûte. Elle dit que cela peut coûter plus que simplement pour l'or, et demande s'il veut le vendre ici. Et il dit que son père a besoin d'une opération urgente, et il sait que ce n'est pas quelque chose qu'il devrait vendre de cette manière. Mais sa situation est très urgente. Elle dit que cela signifie probablement qu'il n'a pas de certificat. Il part ensuite, et elle lui souhaite une bonne journée. Il consulte ses finances sur son téléphone et dit que récemment les prix de l'or ont beaucoup augmenté. Même après avoir envoyé une partie à ses parents, il lui reste assez pour tenir un certain temps. En voyant sa joie, il a pensé qu'il avait peut-être sous-estimé cela, mais cela n'avait pas d'importance. Il devait gagner un peu d'argent. Il obtiendra de l'argent rapidement, et il devra réfléchir à de meilleures façons de vendre les choses qu'il apporte. Il dit qu'il doit dire à sa mère qu'il lui a envoyé son argent, alors il l'appelle. Elle demande d'où il a pris autant d'argent, et s'il a contracté un crédit. Ou quelque chose comme ça, disant qu'elle ne peut pas dépenser cet argent en sachant cela. Il dit qu'il n'a même pas un emploi permanent à plein temps, donc il ne peut pas prendre de crédit, c'est juste de l'argent qu'il a économisé en faisant des petits boulots dans l'armée, et elle dit qu'elle et son père le regrettent beaucoup. Il lui dit de ne pas s'inquiéter et qu'il viendra bientôt à l'hôpital. Elle le remercie. On dit que c'est clairement de l'infographie ou quelque chose de similaire, et ça a l'air d'avoir été filmé en secret. Dès que les sorts s'intensifient, Sayawoon comprend immédiatement ce qui se passe. Il a compris que c'était un sort de cloître survival, et il n'est pas la seule personne en Corée à avoir joué à ce jeu. La vidéo a finalement été supprimée, et on dit que cela se passe toute la journée. À ce moment-là, dit Sayawoon. Il n'imaginait pas ce que cela aurait pu entraîner si quelqu'un d'autre avait eu cette opportunité. En même temps, le plan passe à un homme qui parle au téléphone. L'homme dit qu'ils vont couper Internet dans tout le pays. Un peu s'ils doivent, et ils s'excusent beaucoup, et ils s'en occuperont immédiatement. Il dit qu'il a entendu dire que le gars qui a posté la vidéo est coréen, et il demande ce qui s'est passé. Son subordonné dit que récemment le nombre de survivants a fortement augmenté, et qu'il est presque impossible de les suivre. Il lance ça et le frappe à la tête, disant que si le nombre de survivants augmente, alors le nombre d'agents devrait aussi augmenter. Il doit trouver et amener ce chercheur d'attention, ce salaud. Tenant sa tête qui saigne, il dit qu'il le fera. L'homme leur dit que si son tapis est taché de sang, il le tuera. Un autre gars commence à le soigner avec la magie de survie du cloître, et celui-ci doute qu'il puisse les rattraper, car ils sont si faibles. S'il compte vraiment partir, il n'y a pas de tapis dans cette pièce, et ce type a clairement fumé quelque chose de bizarre. Disons que la blessure dit qu'après la chaleur estivale, la brise nocturne est devenue fraîche. Après le premier match, il s'entraîne déjà depuis 2 mois la nuit, quand il n'y a personne. Il a accumulé pas mal d'énergie intérieure et il est aussi plus habitué à l'utiliser. Le plus gros problème auquel il est confronté maintenant, les deux utilisent une partie du point invincible appelé coup spatial. Saewoon dit que c'est le problème dont il parlait. Il ne peut invoquer qu'un seul clone d'ombre. Lorsqu'il se battait contre Shenturk, il parvenait sans problème à contrôler 8 ombres comme il le voulait. Peut-être qu'au dernier combat, il a dépensé trop d'énergie intérieure, et maintenant son Dantian semble pitoyable en comparaison. Il s'est vexé à cause de cela. Il vaudrait mieux qu'il rentre simplement chez lui et qu'il se consacre davantage à la cultivation. Il a un peu faim après l'entraînement et réfléchit à ce qu'il a mis dans son sous-espace. Quand il s'étire, nous voyons une lumière très vive. Il s'est de nouveau retrouvé en mode survie lors du déploiement. Il dit que certaines personnes ont l'air aussi embarrassées qu'ils l'étaient auparavant. S'il est enfin entré dans un autre jeu après 2 mois. On dit qu'ils vont commencer à expliquer le tutoriel, et Sayawoon ne comprend pas pourquoi il est nécessaire maintenant. Il remarque quelqu'un assis sur une statue en train de dire quelque chose. Il semble qu'une autre personne de Corée participe. Sayawoon dit qu'il essaie juste de créer une ferme, et c'est un peu gênant. Évidemment, il a déjà joué à de tels jeux, et j'espère qu'il n'est pas un salaud aussi fort que Sagwang. On dit que puisque les joueurs sont 200, le jeu commence maintenant. La carte s'appelle Vallée de Contras. Les récompenses seront distribuées à partir de la 20e place. Tous les 200 participants peuvent passer. Sayawoon est un peu irrité et dit qu'il n'y a pas de risque d'échec. Il perd, mais dit qu'il peut jouer comme un vrai psychopathe. Après que le briefing a expliqué ce qu'ils savaient déjà, ils ont annoncé quelque chose qu'ils n'attendaient pas. Il s'est avéré que c'était un jeu pour 2. Cela l'a pris par surprise. Dans la formation, on lui conseille de trouver quelqu'un qu'il aime et de s'inscrire en duo. Le jeu durera jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une seule équipe en vie.
et même si un seul joueur survit jusqu'à la fin, les 2 membres de l'équipe recevront une récompense. S'il ne forme pas d'équipe en 5 minutes, il jouera seul. Sayavun dit qu'il pensait vraiment qu'ils étaient plus nombreux. Plus de gens que la dernière fois, probablement à cause de cela. Il semble que tout le monde se rencontre pour la première fois. Donc, il compte sur les personnes qu'il considère capables de former des équipes, et si ton choix est mauvais, ton partenaire peut devenir un fardeau. Disons que Rana dit que l'élève de terminale ne semblait pas être un débutant auparavant, donc il peut être utile. Mais quand il regarde la statue, le garçon n'est plus là. Et Sayavun se demande s'il a déjà trouvé un partenaire. Il dit qu'il doit juste trouver n'importe qui. Il va demander à quelqu'un, mais ils sont déjà à 2. Je tombe constamment sur ce problème, dit-il qu'il y a sûrement quelqu'un ici qui n'a pas encore trouvé de partenaire. Mais maintenant il ne peut pas trouver cette personne parmi tous les gens. Il dit que puisque c'est arrivé, il n'a pas le choix. S'il affronte 1 ou 2, il les tuera tous et gagnera. Le premier jour, nous voyons que l'environnement est complètement différent. Il dit que des villages détruits sont dispersés autour de la vallée. Cela semble adapté à l'agriculture, et il trouve un endroit où il veut atterrir. Il dit que cette fois, il atterrira en premier et détruira tous ceux qui descendront après lui. Il dit qu'après le premier jeu, cela se répétait encore et encore dans sa tête. Il a également réalisé de nombreuses simulations de métal pour le deuxième jeu. Il attendait ce jour et a agi comme prévu. Nous voyons un homme qui marche dans la forêt, et il dit qu'il ne sait pas ce qui s'est passé. Cela se produit quand il a la nausée, et Sayawun apparaît derrière, et les gars se demandent où est tombé son partenaire James. Sayawun lance une attaque surprise, brisant sa barrière avec un coup spatial. Il tombe au sol, on lui dit que l'adversaire est seulement renversé et qu'il faut l'achever avec un dernier coup avant que le compagnon ne se relève, et Sewun dit que c'est agréable qu'il y ait un tel système. Il se retourne et regarde l'attaque de James Flyen. Sayawun dit que c'est mauvais, et que cela doit être son coéquipier. James demande s'il a tué son partenaire et dit que la blessure montre qu'il est spécialisé dans le combat rapproché. Il dit qu'étant donné que la technique poings imparables est basée sur les mains nues, le plus important est de savoir comment agir contre des adversaires avec des arcs, des lances ou des épées. Dans la vie réelle, on ne peut pas gérer une telle arme, car il n'a pratiqué cette technique que dans son imagination. L'idée de pouvoir l'essayer dans le jeu l'a un peu amusé, et il a souri involontairement. Il se rassoit et dit que ça va être amusant. James se jette directement sur lui, et nous voyons Sewun se préparer. Il lève le poing et contre-attaque directement sur l'arme de James avec sa main nue. Sur le côté, repoussant Jameson loin sur le côté. James ne peut pas croire qu'il a réduit la distance et changé de trajectoire. La trajectoire de son attaque si rapidement. Sayavun comprend maintenant que c'est son chat. A de nouveau utilisé le coup spatial, perçant la cage thoracique de James. Dit que la blessure pose sa jambe sur la tête et la retourne vers l'extérieur. Il piétine avec ses pieds, enlevant la tête de Bro et la transformant en brouillard. Peu importe combien il s'entraîne, rien n'est mieux que d'apprendre cela en jeu. Donc, dans cette zone, il reste 4 personnes. Je ne sais toujours pas si cet autre gars était son partenaire. Puis une attaque vole de côté. Sayavun remarque à la dernière seconde et esquive sous. En bas. Il se demande d'où vient cette flèche et décide de suivre sa trajectoire. Quand la flèche entre et s'approche, il dit qu'elle doit avoir été tirée d'une des maisons latérales. Il fait exactement cela, car maintenant il esquive constamment chaque attaque. En courant, il disait que s'ils sont si précis de loin, il a d'abord pensé que c'était Zuroshana, mais ils ne sont pas aussi forts que lui. Il commence à penser qu'ils sont seuls, ou qu'ils sont poursuivis par un coéquipier. Il saute par-dessus le mur et dit que ce n'est pas important tant qu'il sait où est l'archer. S'il attrape l'un, l'autre sortira aussi. Si c'était un jeu précédent, il se cacherait dans chaque maison pendant le farming, mais maintenant qu'il vise la clé de la vie, les ennemis ne sont que du carburant qu'il absorbe. Nous voyons 2 flèches voler, et l'une d'elles lui traverse la tête. Mais ensuite il disparaît, et nous voyons que ce n'était qu'un clone d'ombre. L'archer est perplexe. Il dit qu'il était sûr de l'avoir touché précisément. Et le pied de Sayawun commence à passer par la fenêtre. Et le garçon se demande toujours pourquoi il a disparu, et il reçoit un coup de pied à la tête. Il a commencé à saigner du nez, et Sayawun dit qu'il l'a enfin attrapé. Et Sayawun comprend maintenant que c'est une cape d'invisibilité, et cet homme se prépare à attaquer. Sayawun remarque son ombre au dernier moment, et quand l'attaque, il vole, il esquive à peine, et il frappe directement la porte. Sayawun doute que quelqu'un soit venu par derrière et se soit enfui, alors il regarde par la fenêtre et le remarque. Sayawun dit que le garçon change instantanément de position, et nous voyons comment il atterrit sur le sol. Il pose le pied sur le rebord de la fenêtre et saute en l'air. Il ne sait pas d'où vient ce manteau, mais l'attaque contre lui en plein jour avec ce manteau était une grosse erreur. L'objet est ce avec quoi on peut facilement atteindre le sommet, simplement en restant en embuscade, et s'il se rend, il devrait simplement mourir et se rendre. Il s'excuse auprès de son coéquipier, disant qu'il le poursuivait,
mais celui-ci s'est avéré plus rapide qu'il ne le paraissait. Le coéquipier dit que s'il est son allié, il doit le protéger. À tout prix. L'elfe dit qu'il ne voit pas en Siwunal, bien que l'archer dise qu'ils doivent simplement le tuer, et que cela n'a pas d'importance. Sayawun dit qu'il aurait dû le prendre quand il en avait la chance, et maintenant, il est 2 contre 1. Puis il sourit et dit qu'il pourrait peut-être profiter de ses chiffres. Le compagnon du garçon se jette sur lui et dit que la blessure revient. L'archer fait un tir, indiquer le point de la blessure. Puis Sayawun court et joint les mains, se préparant à tirer. L'archer l'appelle glissant, pendant qu'il charge un tir triple, et il lui tire dessus. En réalité cela s'appelle un triple tir, j'ai juste deviné. Et le garçon dit qu'il ne rate jamais, et nous apprenons qu'il s'appelle Alex. Mais les véritables Siwun étaient au-dessus d'eux et observaient. Alex dit que cette fois-ci, il l'a vraiment attrapé, pendant que Sayawun attaque. Dit que la blessure frappe juste derrière lui et dit que c'est prétentieux, lui ayant porté un coup violent au ventre. Il dit que ce n'est pas parce que leurs yeux lui suggèrent d'être quelque part qu'il y est vraiment. Comme Alexa a été évanouie, il doit rapidement l'achever. Le camarade d'équipe dit qu'il utilise une magie étrange, donc il doit être illusionniste. Sayawun dit qu'il est juste un étudiant revenu, et s'il veut sauver son allié, il devra l'éliminer. Il se jette sur Sayawun, et Sayawun en réponse se jette aussi sur lui. Et Sayawun répond par la même contre-attaque avec laquelle il a frappé James. Il dit que la clé des contre-attaques est le point d'où vient l'attaque, vous vous approchez, et visez directement ce point. Épaule. Mais quand Sayawun entre, sa main est coupée. Et utilise une attaque appelée ruée sanglante, qui tranche assez profondément le côté de Sayawun. Sayawun dit que l'épée se sent complètement différente de la lance, et sa main a été gravement coupée, et s'il ne s'était pas protégé avec son énergie intérieure, sa main et le reste de son corps auraient été déchirés. Le gars dit que c'est étrange, son épée n'a pas coupé aussi profondément qu'il s'y attendait. Dépendant, et probablement qu'il utilise des astuces comme ses illusions d'avant, mais il n'en est pas tout à fait sûr. Sayawun dit que s'il ne peut pas le finir d'un seul coup, il ne lui reste plus que la contre-attaque. Il réfléchit à la manière dont il peut contrer ses mouvements. Il dit qu'il n'y a pas de punition pour l'échec dans ce round, et il doit prendre un risque et essayer quelque chose. Au lieu de le regarder, il sentira son énergie et son intention meurtrière. S'il ne peut même pas surmonter cela, il ne devrait même pas rêver de la première place. Il a passé 2 mois à maîtriser toutes les façons d'utiliser l'énergie intérieure, donc après l'entraînement chez Dashian, il n'était plus le même, car en réalité il était l'un des rares à avoir un talent rare pour son utilisation. Sayawuna a été plaqué la tête contre le sol, il tient l'assaillant par la main, et l'assaillant s'étonne de la facilité avec laquelle il a repoussé l'attaque finale. Sayawun est surpris, mais il a senti comme s'il avait percé un mur. C'était lui, et nous avons appris qu'il s'appelait Karl, et maintenant le nombre de joueurs est de 196. Sayawun a dit que les gars forts, comme prévu, ont beaucoup d'énergie intérieure. Énergie, et il semble qu'il est beaucoup farmé. Il reçoit un parchemin de récupération et demande s'il veut l'utiliser. Il dit, bien sûr, qu'il a besoin de se rétablir un peu et de commencer progressivement à farmer. Il regarde la cape d'Alex et demande pourquoi il s'est agité et a abîmé la chose, et qu'il doit aussi trouver un artisan avec des compétences spéciales ou un crawl spécial pour la réparer. Il dit que s'il avait cet objet, la progression dans le rang serait simple, mais il le gardera quand même avec lui et pense à ce qui pourrait encore exister. Il reçoit un arc appelé arc de peuplier, frappé par la foudre, qui lui permet de tirer des flèches avec une faible énergie électrique. Il dit qu'il n'a rien ressenti des flèches que ce gars tirait. Et il ramasse un livre de compétences de tir multiples qui lui permet de tirer plusieurs flèches en même temps. Sayawun dit que ce type n'était même pas archer, il a juste appris ça dans le jeu. Il décide qu'il n'y aura pas de mal et qu'il vaut la peine d'essayer, car il a appris. Ensuite, il lève l'arc et tire plusieurs flèches. Il dit que c'est mieux que l'arbalète qu'il avait la dernière fois, et il est sûr que ça sera utile. Il semble qu'il reste encore une équipe dans son quartier, mais il a décidé de se reposer et de rassembler des ressources avant de continuer. Peut-être parce que ce ne sont que des maisons de campagne, mais il n'y a rien ici à part de la merde, et il se demande comment ce type a obtenu la cape d'invisibilité dans l'un de ses bâtiments, disant qu'il l'a obtenue très low. Il dit que la porte est fermée, il semble que personne n'est encore venu ici, et il veut commencer un vrai mukbang. Il monte en haut, disant qu'il espère obtenir quelque chose de bien, comme une cape d'invisibilité ou des anneaux, et il est presque en haut. Il dit que parfois tout se passe comme prévu, et parfois ça l'énerve juste. Et il dit qu'il travaille sans aucun souci, et se demande s'ils ont quelque chose de bien, car s'ils en ont, il aura du mal à leur résister seul. Il montre sa tour et dit qu'ils peuvent venir ici. L'un d'eux dit à son partenaire Kilroy que la porte est déjà fermée, donc il n'y a personne ici. Quand Sayawun observe d'en haut, ils indiquent même qu'il a manqué un parchemin de guérison. Sayawun dit qu'il l'a manqué à cause d'un tas de bric-à-brac autour, mais il s'est avéré que c'était un camion utile. Merde,
il tombe juste sur eux. Il dit que s'ils se réjouissent du parchemin de guérison, cela correspond à leur niveau et à l'équipement qu'ils ont. Leurs compétences ne font pas peur. Bro va maintenant s'écraser ventre contre l'un de ces gars. L'intrigue a pris une tournure intéressante, mais comme ce sont pour l'instant tous les chapitres disponibles, je ne pourrai pas faire la suite pendant un certain temps. J'ai beaucoup aimé, car l'histoire est assez unique, surtout par la façon dont les genres se combinent, par exemple Muram, Fantasy et un élément de Battle Royale, qui semblait d'abord ennuyeux, mais c'est fait de manière à ce que ce soit intéressant et mémorable. J'avais déjà dit dans de vieilles réflexions personnelles que j'étais surpris de voir à quel point cela fonctionne bien. Et maintenant, en voyant plus, je le pense toujours. La façon dont cela repose sur la formule où les joueurs se transforment en coffre après la mort est très agréable. Les courses étaient aussi assez bonnes. Ni trop rapides, ni trop lentes. Elles donnent. L'histoire laisse de l'espace pour reprendre son souffle et ne traîne pas, le développement des personnages est encore limité, mais ce qui existe est centré autour de Sayawoon. Mais les changements commencent quand il comprend que tout cela n'est qu'un jeu. Il y a quelque chose de plus profond derrière, comme la cupidité, l'instinct de survie, ou le désir irrépressible de devenir plus fort. Dès qu'il obtient cet anneau de pouvoir et ressent une poussée de puissance, c'est une satisfaction instantanée. La même chose avec son premier meurtre et la récompense magique. Cela crée un cercle dopaminergique étroit, et tu le ressens chaque fois qu'il monte de niveau. Surtout après le coup final sur Sagwang, il devient une vraie bête. Mais j'ai aimé l'équilibre. Il ne garde pas tout, par exemple la clé de vie, qui empêche les événements de se transformer trop rapidement en fantaisie de puissance. C'était un peu gênant de se battre avec des enfants, mais c'était ainsi. L'idée qu'il puisse conserver des compétences et des objets entre les parties et les transférer dans son monde est aussi très cool. C'est comme des améliorations constantes dans un jeu roguelike. Cela m'a aussi sincèrement surpris lorsque nous avons remarqué une allusion selon laquelle d'autres personnes sont entraînées dans Floyd Survival. Ce petit détail de la structure du monde avec une organisation qui essaie de tout garder secret était très réussi. J'avais déjà supposé cela auparavant et dit que les joueurs pourraient commencer à apparaître partout dans le monde, donc cela pourrait devenir une chose à part entière comme Earl PUBG. Parlons maintenant du combat. Le combat est fluide et coulant, il est très agréable à lire. Chaque sortilège et chaque capacité doivent se sentir puissants, et c'est très important. Je ne vais pas mentir, mais la façon dont les combats sont montrés les rend vraiment mérités. Ce n'était pas seulement quand l'explosion a couvert tout le panneau. La façon dont l'action passe en douceur d'un panneau à l'autre élève toute la scène. En outre, son coup irrésistible, qui semblait invincible mais s'est avéré assez puissant, était drôle. Le pauvre garçon qui a créé cela n'avait tout simplement pas d'énergie intérieure. La compétence clone de l'ombre est aussi assez cool. Chaque fois qu'il obtient la clé de la vie en tuant quelqu'un, c'est agréable. Et j'aime particulièrement la fluidité ressentie dans les scènes non combattantes. Cette énergie élève toute l'expérience. Avant, je pensais ainsi, j'avais quelques prévisions. Et les voici. C'était dans mes pensées personnelles précédentes, mais j'avais quelques prémonitions qui étaient assez... Oui, par exemple la mention des joueurs, quand ils feuilletaient les mauvaises nouvelles, et les forces restaient dans le monde réel. J'en ferai quelques-unes maintenant. Maintenant, peut-être que l'organisation essaiera de lui mettre une laisse, et il devra prouver qu'ils ne pourront pas le retenir. Mais je suis impatient de voir ce qu'il montrera dans le deuxième match. Le jeu en duo est vraiment très intéressant, et cette série, à mon avis, est très cool.